Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la Bourse ici à Namur. Bienvenue aussi aux auditeurs puisque la conférence est retransmise en direct. Et donc nous allons avoir 2 heures d'échange, de débat, de questions-réponses aussi avec les présents ici dans la salle au sujet de l'autonomie alimentaire. Alors l'autonomie alimentaire est au cœur de la construction européenne puisque c'est un de ses fondements avec la création de la politique agricole commune dans l'objectif d'assurer l'autonomie alimentaire, en tout cas la sécurité alimentaire dans l'Union européenne, avec une logique que l'on connaît et sur laquelle on ne va pas s'étendre aujourd'hui, mais quand même une logique productiviste qui a fait de l'Union européenne le premier exportateur mondial de produits alimentaires. La production alimentaire telle qu'elle est conduite aujourd'hui provoque, et c'est aussi ce que mentionnent les rapports du GIEC, est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et donc, on voit que l'impact de ce secteur sur les émissions de gaz à effet de serre est important et que donc il y a lieu, dans ce secteur-là aussi, comme dans d'autres, d'agir sur le système qui est en place. Aujourd'hui, l'Union européenne est largement exportatrice, mais elle est aussi largement importatrice, puisqu'elle importe par exemple 90% des protéines végétales qui sont destinées à nourrir le bétail en Europe, notamment du soja. Et ça permet de faire le lien entre 2 grandes politiques européennes, qui est d'une part la politique agricole et de l'autre la politique commerciale, puisque le soja, par exemple, est notamment importé du Brésil et donne lieu là-bas à des déforestations que l'on conteste. Et c'est aussi pour ça que, en tant qu'écologiste, on se mobilise contre un accord comme l'accord commercial avec les pays du Mercosur, puisque, vu les dispositions qu'il contient, il sera de nature à intensifier la logique qui est déjà en cours de production de soja. On ne va pas parler énormément de commerce international aujourd'hui, mais néanmoins, c'est une question qui est étroitement liée avec celle de l'alimentation et de l'agriculture. Alors nous importons aussi, par exemple, du phosphore. L'agriculture est aussi intensive en Europe en consommation de pesticides et d'engrais qui sont eux aussi importés et qui ont, nous le savons, un impact sur la santé et la destruction de la biodiversité. Alors, dans le contexte dans lequel on est, sur lequel je vais revenir dans quelques instants, puisque c'est aussi sans doute ça qui vous attire aujourd'hui à cette conférence sur l'autonomie alimentaire, c'est l'actualité de cet été, l'actualité de la guerre. Nous sommes aussi dans un contexte où les pertes et les gaspillages dans le secteur alimentaire sont énormes. Et vous allez voir pourquoi je parle de ça dans une petite minute. Et donc, face à ces constats, face au fait que l'Union européenne s'est dotée d'une vision, d'un pacte vert pour l'Europe avec l'objectif d'atteindre en 2050 une société zéro carbone, donc une société qui n'est plus émettrice nette d'émissions de gaz à effet de serre, l'Union européenne s'est dotée de ce pacte vert européen qui concerne un peu tous les secteurs, y compris le secteur agricole. De ce pacte vert, de cette vision qui est très ambitieuse finalement par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent au niveau européen en matière climatique et environnementale. De cette vision découlent des stratégies, dont la stratégie de la ferme à la fourchette, farm to fork, dans le bon jargon européen. Et c'est une stratégie qui est articulée autour de 4 axes, avec l'objectif de rendre l'alimentation durable. Donc la production alimentaire, la transformation et la distribution, la consommation, et d'assurer la prévention des pertes et des gaspillages alimentaires. Parmi les objectifs, je pense que c'est important de attarder une petite minute sur les objectifs de cette stratégie, puisqu'ils sont quand même aussi ambitieux et importants. C'est d'assurer la réduction de 50% des pesticides et des engrais d'ici à 2030, de réduire l'utilisation des antimicrobiens. Donc il y a aussi une reconnaissance de leur impact négatif sur les écosystèmes et la santé. L'alimentation doit être suffisante, suffisamment produite en abondance pour nourrir la population dans les limites de la planète.
Un objectif qui est également chiffré d'atteindre 25% des terres agricoles consacrées à l'agriculture biologique d'ici à 2030. Il y a tout un volet lié à la promotion de l'alimentation durable aussi, de sensibiliser, de faire la promotion, d'encourager l'alimentation durable, notamment du côté des pouvoirs publics, de réduire les pertes et les gaspillages. Et là, pour ceux et celles que ça intéresse et dont ce serait éventuellement le domaine de travail ou d'engagement, eh bien, un appel à projet est en cours actuellement au niveau européen et se clôture fin septembre pour encourager cette réduction du gaspillage alimentaire et des pertes. Une lutte aussi plus affirmée contre la fraude alimentaire sur toute la chaîne d'approvisionnement. Améliorer le bien-être animal tout en assurant ces objectifs, tout en assurant un rendement économique équitable aux agriculteurs. Donc c'est une stratégie qu'on peut qualifier, je pense, d'ambitieuse, que nous avons aussi soutenue, encouragée au niveau européen, mais qui, assez vite, quand elle a été publiée en mai 2020, donc nous étions, rappelons-nous, dans l'actualité pandémique à ce moment-là, avec les constats des ruptures des chaînes d'approvisionnement, le besoin de relocalisation. Donc l'actualité faisait vraiment écho à cette stratégie de la ferme à la fourchette. Mais très rapidement, des lobbies des opposants se sont affirmés pour dire qu'avec une telle stratégie, l'Europe courait à sa perte sur le plan alimentaire et n'allait pas pouvoir assurer la sécurité alimentaire, brandissant aussi les risques de pénurie et de stratégies néfastes pour les agriculteurs eux-mêmes. Une chose est certaine néanmoins, c'est que notre système alimentaire a besoin d'un changement rapide, d'orientation. Et l'actualité qui est celle de cet été, mais aussi, si on remonte un tout petit peu plus loin, 6 mois avec l'éclatement de la guerre en Ukraine, eh bien, j'ai un peu l'impression d'un retour de balancier, parce que ce plaidoyer en faveur du statu quo, du maintien d'une agriculture industrielle intensive, utilisatrice de pesticides et d'engrais, revient à l'avant-plan, revient à l'agenda, avec en filigrane le prétexte de la guerre. Comme quoi la guerre et les pénuries qu'elle engendre via les sanctions, via les ruptures d'approvisionnement, justifieraient un retour en arrière sur les objectifs que l'Union européenne s'est fixés et d'autoriser l'utilisation de pesticides déjà interdits, d'engrais. Donc certains États membres et certains lobbies ont plaidé pour ça. Au niveau mondial, il est certain que l'approche n'est pas la même que celle que l'on porte au niveau européen, puisque au niveau mondial, certains pays sont totalement dépendants pour leur alimentation, notamment des céréales. En Europe, finalement, est-ce que la solution, et nous en discuterons avec nos invités, que je vais présenter dans un instant, la solution ne réside-t-elle pas dans une diversité de solutions qui concernent à la fois la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire, à la fois aussi une production alimentaire destinée à alimenter la population et non pas le bétail, d'assurer aussi une diversification des cultures. Alors, cet été, l'Allemagne a décidé d'autoriser, par exemple, l'activation d'exceptions prévues dans le cadre de la politique agricole commune et de prolonger la possibilité d'utiliser des terres qui ne seraient pas prévues pour des cultures ou qui devraient être mises en jachère pour la production agricole, avec cette possibilité d'exemption étendue à 2023, donc une fois que la nouvelle politique agricole entrera en vigueur. Donc plusieurs États membres sont déjà en train de prendre des décisions qui, finalement, remettent en question les mesures environnementales prises dans le secteur agricole. Alors, sur le plan mondial, nous allons davantage nous concentrer sur l'Europe et sur la Wallonie et la Belgique, mais je pense que c'est quand même important aussi de garder cette dimension mondiale en tête, puisque l'Europe a aussi un rôle à jouer sur la scène internationale. Depuis un moment déjà, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme pour signaler que les objectifs de développement durable ne seront pas atteints. Ces objectifs définissent une série d'objectifs à atteindre, notamment sur le plan alimentaire, pour éviter les famines et lutter contre la pauvreté dans le monde.
Il faut savoir que depuis 2020, 50 millions de personnes en plus souffrent de la faim. Et depuis le début du Covid, on parle de 150 millions de personnes supplémentaires qui souffrent de la faim. Et donc là, on voit aussi que le modèle alimentaire et l'autonomie alimentaire que l'on prône pour l'Europe, eh bien, il y a aussi un rôle de l'Union européenne à jouer sur le plan international pour travailler notamment avec les pays africains à leur autonomie alimentaire. Alors je dis que certains États membres ont plaidé et activent déjà des mesures d'exception dans le contexte dans lequel on se trouve, de guerre mais aussi de sécheresse. Mais des commissaires européens, le commissaire Sinkevicius, qui est en charge de l'environnement et de la biodiversité, lui tient bon. Il a réaffirmé aussi récemment qu'il n'y a pas de compromis entre la sécurité alimentaire d'une part et la préservation des écosystèmes et la durabilité d'autre part. Au contraire, les écosystèmes et des écosystèmes sains sont une condition préalable et sine qua non à un système alimentaire qui fonctionne, et donc à la sécurité alimentaire. Même chose pour Frans Timmermans, qui est le vice-président à la Commission européenne, qui lui est en charge du Green Deal, et donc qui finalement a la responsabilité transversale au sein de la Commission européenne d'assurer que les objectifs seront atteints, y compris pour la stratégie de la ferme à la fourchette. Et lui a aussi dit que face à la situation liée à la guerre, la réponse n'est pas de réautoriser davantage d'engrais, davantage de pesticides, ce qui nous rend aussi davantage dépendants puisque nous importons ces produits, mais au contraire de garder ce cap et de garder l'objectif de réduire l'utilisation des pesticides. Alors, je disais que les solutions sont sans doute multiples, qu'il n'y a pas une seule solution. On pense notamment aux biocarburants aussi, à la production alimentaire plutôt qu'animale, et de travailler aussi sur les questions liées aux distorsions de concurrence. Qu'en est-il face à cette situation, face à des décisions comme celles qui ont été prises par l'Allemagne? Qu'en est-il pour la Belgique et pour la Wallonie? Les circuits d'approvisionnement alimentaire en Europe peuvent-ils devenir neutres sur le plan climatique? Nous allons en discuter en abordant ces différentes questions avec nos invités, que j'ai enfin le plaisir de vous présenter. Donc, à ma gauche, Céline Tellier, ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, ministre wallonne. Avec, à ma droite, Anne Nachtergaal, qui est responsable du département Environnement et Énergie de la FEVIA, donc la Fédération de l'Industrie Alimentaire belge, et avec Philippe Barret, professeur à l'UCL, ingénieur agronome et docteur. Bienvenue à tous les trois. Merci d'avoir accepté de rejoindre ce débat. Et donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est comment assurer une production alimentaire alignée sur les enjeux écologiques et climatiques. Et cette stratégie de la ferme à la fourchette est-elle à même d'y répondre? Je vous invite en même temps à étendre votre réponse à la question plus large de la politique agricole commune, puisque cet enjeu a été étroitement débattu ces derniers mois, et qu'il faut aussi que l'on reconnaisse que la politique agricole commune est d'une certaine manière une épine dans le pied à la réalisation de la stratégie de la ferme à la fourchette. Alors, je vais donner la parole en premier lieu à Céline Tellier, si tu veux réagir à ça. Ensuite, nous aurons un échange à quatre. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup Saskia pour l'invitation et l'introduction déjà assez riche que tu viens de nous partager. Je voulais d'abord m'assurer que tout le monde était encore en forme parce que Etopia organise un débat sur l'alimentation en plein temps de midi. C'est quand même un petit peu particulier, donc j'ai eu la chance de manger avant de venir, mais j'espère que vous ne mourrez pas d'inanition quand on discute d'un débat sur l'alimentation, ce serait quand même un comble. Donc faites signe dans la salle si à un moment donné il y a un besoin urgent qui se fait sentir. Je vois que Anne a déjà un petit souci en la matière, ce qui est là aussi un comble pour l'industrie alimentaire. C'est quand même particulier.
Trêve de plaisanterie. Donc, merci beaucoup d'organiser ce débat qui est extrêmement important, tant sur le plan structurel, et tu l'as évoqué, avec un horizon qui est celui à la fois d'une alimentation qui doit être saine pour tous, notamment avec des enjeux de santé qui sont très très importants, qui doit être aussi accessible à tout un chacun. On sait que les enjeux du prix de l'alimentation aujourd'hui sont encore plus prégnants qu'ils ne l'étaient hier et sont intimement liés aussi avec la question de la guerre en Ukraine et aussi des spéculations. Tu l'as peut-être moins évoqué à ce stade-ci, mais sur les marchés boursiers, en particulier celui du prix du blé, on y reviendra certainement. Une alimentation aussi qui se doit d'être davantage respectueuse de notre environnement. Tu as évoqué un certain nombre d'impacts aujourd'hui, malheureusement, du modèle agricole actuel, même s'ils sont variés, soyons déjà de bon compte. Il y a plusieurs agricultures qui existent, en tout cas en Wallonie, mais le modèle, en tout cas productiviste classique, tel qu'il a été largement soutenu dans l'histoire de la politique agricole commune, clairement a montré ses limites en termes d'impacts environnementaux, en termes d'impact climatique, de biodiversité et aussi même de santé publique, mais également de revenus pour les agriculteurs eux-mêmes. C'est vrai qu'on est ici dans un débat peut-être plus spécifiquement sur certaines dimensions, mais je pense que le cœur de la durabilité, c'est aussi de faire en sorte d'assurer un revenu pour les producteurs qui soit tenable sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc, je disais des enjeux qui sont très importants, et puis j'y ajouterais un qualificatif en termes de vision d'une alimentation qui peut être aussi plus relocalisée. Et on voit aujourd'hui à quel point la guerre ukrainienne a mis aussi en exergue notre dépendance à l'étranger, que ce soit au niveau de l'importation d'un certain nombre de denrées. Je ne doute pas que le professeur Barret nous donnera aussi des chiffres éclairants en la matière, mais aussi l'utilisation d'intrants chimiques ou de carburants pour faire fonctionner le modèle agricole classique, qui aujourd'hui sont essentiellement fournis notamment en Russie. Et donc clairement un modèle aujourd'hui qui est encore trop dépendant de l'international et parfois d'acteurs internationaux, je vais dire, dont on souhaiterait bien se passer en termes de dépendance. Et donc pour notre propre sécurité alimentaire, aussi à moyen terme, il est crucial en fait de développer cette relocalisation de l'alimentation. On y travaille très largement en Wallonie. J'aurai certainement l'occasion d'y revenir avec toute une série de projets très concrets qui s'enclenchent maintenant depuis 3 ans. Mais pour répondre plus spécifiquement à ta question sur vraiment le cadre européen dans un premier temps, je pense que clairement, l'horizon du Green Deal est un horizon souhaitable, désirable, dans lequel il faut absolument continuer à s'inscrire. Et tu as bien expliqué la difficulté qu'on vit, je ne vais pas vous le cacher, très concrètement, même dans nos débats au gouvernement wallon, de cette tension finalement entre cet horizon long terme qui reste extrêmement nécessaire, qui est, j'en suis fondamentalement convaincue, la seule manière d'être justement plus résistant, plus robuste face à ces dépendances énergétiques, face aux risques environnementaux et sanitaires, et en même temps les demandes qui affluent clairement d'assouplissement, de dérogation ou d'autres souplesses qui sont demandées, qui sont parfois justifiées et qui sont parfois effectivement peut-être le cache-sexe de demandes plus rétrogrades, de retour en arrière. Et donc on doit aussi être capable de distinguer les deux, de nuancer, d'être à l'écoute du monde agricole, tout en étant aussi conscient qu'on doit garder le cap en fait, on doit garder notre horizon. Donc pour moi, on est vraiment dans cette période très, très délicate d'articulation entre cette urgence qui nous est demandée sans qu'elle aboutisse à des retours en arrière et surtout à un abandon de l'horizon qui est fixé. Sur la question plus spécifique de la PAC, je vais peut-être juste rectifier un élément parce que, en tant qu'évidemment députée européenne, tu es très au fait de la PAC telle qu'elle a été pensée à l'échelle de l'Europe en tant que telle. Au niveau wallon, il faut rappeler aussi que les différentes PAC, puisqu'il y en a finalement plusieurs, elles se déclinent au niveau national, voire au niveau régional en ce qui concerne la Belgique, puisque la Flandre et la Wallonie ont 2 plans stratégiques distincts. Et donc, on a à la fois un cadre européen qui est la PAC européenne telle qu'elle a été négociée âprement il y a quelques mois maintenant, et puis il y a toute la déclinaison, effectivement, par État membre, voire par région. Et là, c'est sûr que plus le cap est placé de façon ambitieuse au niveau européen, plus c'est facile, entre guillemets, pour ceux qui, à l'échelle régionale, doivent se battre en faveur de l'environnement.
Mais dans le même temps, on a aussi parfois essayé de rectifier un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui en Wallonie, où est-ce qu'on en est? On a eu une validation qu'on dit en première lecture, donc c'est passé une première fois au gouvernement, ici début 2022, de ce fameux plan stratégique PAC, donc les orientations wallonnes en matière agricole pour la période 2023-2027. On doit maintenant, dans les toutes prochaines semaines, valider formellement, après l'enquête publique, le document qui sera donc le document fêtier pour la période qui va démarrer en 2023. Mais donc ne confondons pas la PAC européenne de la PAC wallonne, par exemple, qui n'est pas la même. Bon, on a essayé, nous en tout cas, autant que faire se peut, de rectifier un certain nombre de choses qui nous semblaient insuffisantes au niveau européen, sans que ça soit non plus, je ne vais pas vous le cacher, je ne sais jamais si c'est la 7e ou la 9e merveille du monde. Aidez-moi, je ne sais plus. Enfin voilà, vous l'aurez compris, la 7e, c'est ça. Le 9e, c'est le 9e art, c'est ça. Tout ça pour dire que donc, voilà, on a essayé de rectifier un certain nombre de choses aussi au niveau wallon. Mais je ne serai pas plus longue parce que j'ai déjà été assez longue pour une introduction. Merci Céline. Effectivement, c'est important ce que tu mentionnes par rapport au plan wallon, qui n'est pas le même, et c'est aussi une des difficultés quand on doit converger vers des objectifs communs que l'Union européenne s'est fixés, de ne pas avoir une politique agricole commune qui soit finalement appliquée de manière beaucoup plus uniforme, même si elle doit être adaptée aux réalités de chaque État membre, qui sont différentes. Et on a, à tel point qu'on a parlé d'une forme de renationalisation de la PAC, puisque de plus en plus de mesures prévues par le cadre européen sont laissées finalement à l'appréciation des États membres. Et finalement, ce débat se prolonge, puisque cet été, les discussions ont tourné autour des possibilités d'activer des dérogations qui sont prévues, qui ne sont pas souhaitables. La Commission européenne a rappelé qu'elle ne souhaitait pas avoir ces exceptions mises en place, notamment de recourir à des terres qui doivent être mises en jachère ou qui doivent être préservées à des fins agricoles. Alors c'est peut-être une des solutions exceptionnelles à mettre en place dans le cadre aussi de contexte de guerre, mais là je voudrais donner la parole à Philippe. Philippe, je t'invite évidemment à revenir sur cette question de la stratégie de la ferme à la fourchette, puisqu'elle prévoit une diversité d'objectifs et on aimerait bien t'entendre sur ces objectifs et leur application en Wallonie. Et puis, néanmoins, sans nier le fait que la guerre peut avoir ses impacts, est-ce que les arguments qui sont utilisés aujourd'hui pour finalement ne pas directement mettre en œuvre les objectifs sont valables selon toi ou ne devraient pas rentrer en ligne de compte, au contraire, garder le cap que l'on s'est fixé? Des questions compliquées. Donc, la première idée, et je pense que Céline l'a déjà souligné, et tu l'as souligné aussi au niveau européen, c'est le fait que c'est fini de penser l'agriculture toute seule. Alors, ça nous semble naturel de penser agriculture et alimentation. Ce n'est pas du tout. Donc, dans l'histoire de la politique agricole commune, c'est seulement depuis quelques années, et le projet Farm to Fork en est finalement le témoignage le plus intéressant, mais c'est seulement depuis quelques années qu'on associe agriculture et alimentation. Et donc ça, il faut déjà s'en rendre compte, et donc, en fait, il y a une rupture logique en disant, il y a des agriculteurs qui produisent de la nourriture, et il y a des gens qui mangent. Et les agriculteurs, leur responsabilité s'arrête une fois que la nourriture sort du champ, et les gens, c'est des consommateurs, et eux, ils vont influencer le système. Bon, déjà, il y a plein de gens qui sont oubliés entre les deux. Anne peut en parler longuement. C'est tous les acteurs de la chaîne alimentaire qui ont à la fois une vraie importance aussi pour la durabilité et un grand pouvoir. Donc cela, on n'en parle pas. Il n'y a pas la politique de la chaîne alimentaire. Moi, je ne sais pas qui l'a fait, hein. Donc il n'y en a pas. Et donc, en réduisant l'équation à ça, on est arrivé à réduire l'équation à une question de flux de quantité. C'est-à-dire qu'il faut produire une certaine quantité pour nourrir un certain nombre de personnes. Et donc, côté agriculteur, on court pour avoir les rendements les plus élevés possibles. Et côté gestion de l'alimentation, on joue avec des arguments du style « plus on est, plus il faut produire de nourriture ». Sauf que depuis les années 1980, on sait qu'en fait, la question de la faim dans le monde, la question de l'alimentation, c'est avant tout une question d'égalité. C'est avant tout une question d'inégalité. Et donc, s'il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de faim dans le monde,
C'est pas parce qu'on produit pas assez, on a toujours produit plus, le rythme de production a toujours augmenté plus vite que la démographie. C'est pas parce qu'on n'a pas assez, c'est simplement parce qu'ils sont extrêmement pauvres. Et donc les gens extrêmement pauvres souffrent de la faim. Et la moitié de ceux-là, ce sont des agriculteurs. Et là, on comprend bien le paradoxe alors. Comment ça se fait que les agriculteurs souffrent de la faim? Parce que ce sont les plus pauvres. Et dans nos sociétés aussi, les agriculteurs ne sont pas parmi les classes les plus riches de la population. Donc il y a aussi cet enjeu de la pauvreté en agriculture. Donc, si on prend un cadre maintenant beaucoup plus moderne, un cadre du XXIe siècle, ce qu'on se dit dans un cadre du XXIe siècle, il faut penser l'agriculture et l'alimentation en même temps, parce que les choix alimentaires peuvent déterminer ce qu'on attend des agriculteurs, comment on s'organise, etc. Et est arrivé de façon brutale et essentielle la question du climat et la question de la biodiversité. Donc on se retrouve devant un triangle, les enjeux climatiques et de biodiversité, les enjeux agricoles et les enjeux de l'alimentation. Et il faut trouver un équilibre dans ce triangle. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Tout le monde a compris ça. On est au XXIe siècle. Après, il y a ce qu'on raconte. Et ce qu'on raconte, c'est parfois guidé par des intérêts. Donc il y a des gens qui ont trouvé intelligent de commencer à raconter une histoire comme quoi, vu la guerre en Ukraine, et en fait ils ont commencé même avant, vu le Covid, machin truc, enfin tout fait farine une fois que vous commencez à raconter des histoires, ça marche bien. Donc il y a des gens qui ont commencé à raconter des histoires en disant « Ah oui, la production alimentaire va baisser et donc on va avoir des problèmes de faim ». Alors ils ont toujours été très confus sur le fait si ces problèmes de faim étaient plutôt à l'échelle africaine, à l'échelle européenne, on manipule des mots comme autonomie alimentaire. Ça a toujours été très, très confus, mais comme on est sorti de Covid dans un registre où la peur fonctionne très bien, on a simplement soufflé sur les braises de dire « Vous allez voir, ça ne va pas aller, il faut avoir peur de ne plus avoir assez à manger ». Et c'est assez autoprophétique, parce qu'à ce moment-là, les gens se ruent dans les magasins, on trouve des pénuries de produits, etc. Ça marche bien, quoi. Mais vraiment, je le raconte un peu sur le ton de la blague, parce que c'est une blague, quoi. C'est vraiment pas sérieux. Il n'y a aucun académique, il n'y a aucun scientifique qui a soutenu ce projet. Une semaine après ce discours, il y a 660 scientifiques qui ont signé un appel pour dire « c'est que du mensonge, quoi. Il n'y a aucune base scientifique à ce que vous racontez ». Malheureusement, ça a fonctionné dans la presse, les gars sont assez doués en communication, etc. Donc, cette question on va avoir un problème de faim si on ne revient pas au modèle ancien, n'a aucun sens, d'autant plus que le modèle ancien, il y avait encore aussi des gens qui souffraient de la faim dans le modèle ancien. Donc le modèle hyper-productiviste qu'on a connu à la fin des années 2000, il ne tenait pas la route. Alors une petite nuance, sans faire trop long, c'est clair que la politique agricole commune, à la sortie de la guerre, a été conçue comme quelque chose pour lutter contre les famines, au départ. Donc, parce qu'il y a eu des famines en Hollande en 1946, en 1947, et donc c'est clair que ça faisait partie du projet. Mais en 1975, on était en surproduction, et depuis, on est en surproduction. Donc, ce projet initial, il ne faut pas nous le resservir, quoi. C'est un vieux truc, quoi. Il n'a pas d'intérêt de se relancer là-dedans. Donc, laissons tomber ce narratif. Peut-être ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de se dire, c'est quoi finalement l'autonomie alimentaire? Et je pense que le concept d'autonomie alimentaire, c'est un concept quantitatif, c'est-à-dire, est-ce que sur un territoire donné, on a de quoi se nourrir de façon autonome sans dépendre des autres? On peut le faire à l'échelle de Namur, on peut le faire à l'échelle de la Wallonie, on peut le faire à l'échelle de l'Europe, on peut le faire à l'échelle de l'Europe plus l'Afrique, ce serait amusant à faire. C'est des calculs. Un concept qui m'intéresse plus, c'est le concept de souveraineté alimentaire. Alors, pour moi, le concept de souveraineté alimentaire, c'est un concept non plus quantitatif, mais qualitatif. Et c'est le fait d'avoir une autonomie de décision. C'est-à-dire que la souveraineté alimentaire, c'est le fait de pouvoir décider de la façon dont on organise son système alimentaire. Et là, je pense que c'est très intéressant, parce que si on veut être autonome, on tombe sur la question des échanges commerciaux. On tombe sur la question du fait que si, en pratique, notre système alimentaire est dépendant du soja, notre pouvoir de décision est limité, puisqu'en fait, nous sommes obligés d'importer du soja. Et donc, le débat prend une autre tournure avec les mêmes ingrédients, en fait. Donc, la question du soja peut être mise dans l'un ou l'autre, la question de l'énergie peut être mise dans l'un ou l'autre et tout. Et moi, je rejoins Céline sur ce point-là, c'est que notre dépendance, elle n'est pas en termes d'alimentation, elle est en termes de moyens de production.
Aujourd'hui, on est dépendant du gaz russe pour avoir des engrais, on est dépendant du soja de l'Amérique latine pour nourrir nos animaux. Et donc, le problème n'est pas tant une question d'alimentation, mais une question de dépendance dans les modes de production. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais insister. Un deuxième point qui est important pour le débat, c'est de bien faire attention que l'impact de l'agriculture, il est bien sûr sur le climat, mais il est aussi et de façon essentielle sur la biodiversité. Et donc, faisons bien attention de ne pas ramener le débat sur l'agriculture uniquement à un enjeu climatique. C'est une tendance actuelle contre laquelle il faut vraiment lutter. Et alors, après, il y a vraiment, aujourd'hui, on est dans une situation où à la fois les discours sont extrêmement simplistes, et où, à la fois, les trajectoires sont extrêmement complexes. Et donc, c'est ça, pour moi, en tant que scientifique, le grand paradoxe. C'est que si je dois vous dire où on va, je suis incapable. Et donc, bien sûr, ceux qui ont un discours simpliste, c'est facile, quoi. Ils disent, oh ben, on va aller à la catastrophe, donc il faut produire plus. Et moi, je viens avec un truc en vous disant, mais ça va être compliqué, c'est pas très clair. Le lait est passé de 35 cents à 60 cents. En fait, personne ne comprend exactement pourquoi. Le bio est en train de perdre des parts de marché, c'est pas très clair pourquoi. Alors il y a des explications simples, mais en fait il n'y a pas d'analyse qui permette de confirmer ces explications simples. Et donc, pour moi, un des gros enjeux autour des systèmes alimentaires, et notamment par rapport à ce qui se passe en Ukraine, et notamment par rapport à toutes ces tensions qu'on vit aujourd'hui, c'est de remettre de l'intelligence dans le système, de mieux le comprendre. Et là, on a tous un rôle à jouer. Je pense qu'il y a un rôle à jouer au niveau des politiques, et ils le jouent sur cet enjeu-là. Il y a un rôle à jouer au niveau des scientifiques. Il y a un rôle à jouer au niveau de l'industrie alimentaire, parce que pour le moment, le gros problème, c'est l'absence de transparence. On parle du soja, nous on travaille sur le soja, impossible de savoir où va le soja qui arrive à Anvers. Il y a 7 millions de tonnes qui arrivent à Anvers, et puis après. Il y en a une partie qui va en Belgique, il y en a une partie qui va ailleurs, personne ne sait où il va. Donc il n'y a aucune traçabilité sur les cargaisons de soja aujourd'hui. Une partie... Non, je te regarde, Anne, parce que tu es plutôt... Non, Anne ne sait pas non plus. Et c'est même un problème, c'est que les acteurs de la chaîne alimentaire n'ont pas ce type d'information. Les céréales, on parlera sans doute des céréales, on ne sait pas très bien d'où viennent les céréales qui font le pain en Belgique. C'est pas clair, il n'y a pas de traçabilité de ça. Et donc je pense que la transparence est un des éléments clés pour avoir un débat informé. Et la troisième chose, et c'est sympa que vous soyez là pour la plupart en tant que citoyens, c'est le fait que les citoyens doivent vraiment s'intéresser à cette question-là, mais non pas en termes de solutions. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y a une diversité de solutions. Je pense qu'il y a une diversité de systèmes. Il y a une diversité de façons de produire la nourriture. Il y a une diversité de façons de construire la chaîne alimentaire. Et c'est cette diversité de systèmes qui doit nous intéresser. En fait, on l'a très bien compris sur la question énergétique. Tout le monde maintenant comprend que pour faire de l'énergie, on peut avoir du nucléaire, on peut avoir du fossile, on peut avoir du solaire, on peut avoir de l'éolien. Et puis peut-être d'autres choses, de l'hydrogène, de la biomasse, etc. Tout le monde comprend bien ça. Pour l'agriculture, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas un seul modèle qui va faire fonctionner le système alimentaire, c'est une combinaison de modèles. Parmi ceux-là, il y a ceux qu'on ne veut plus, l'équivalent du fossile en énergie. Donc on ne veut plus de fossiles, on ne veut plus d'une agriculture dopée aux pesticides et dopée aux engrais. Il y a ceux qu'on aime bien, style le solaire ou l'éolien, c'est un peu le bio, quoi. Mais on sait bien que ça ne suffit pas. La question, c'est où sont ceux du bio, quoi. En énergie, on les voit. En agriculture, ils sont complètement absents de la discussion. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de complexité aujourd'hui, parce qu'il faut remettre dans l'image ces systèmes, il faut plus de transparence dans les chaînes. Et donc, c'est un gros travail d'analyse. Et donc, pour boucler sur la question du Farm to Fork, ce qui est génial, c'est que le Farm to Fork nous donne maintenant un cadre, nous donne vraiment un horizon, effectivement, mais aussi un cadre. Et moi, je pense qu'il faut maintenant investir pour remplir ce cadre. Un peu comme un puzzle dont on va remettre toutes les pièces dans le cadre. Et le faire, bien sûr, à la fois en comprenant le système et en agissant dessus. Donc c'est ça la difficulté. Il faut travailler sur le moteur tout en découvrant le moteur, quoi. Ça, c'est motivant. Merci Philippe. Effectivement, c'est motivant et on reviendra
au modèle ou au système ou aux solutions dans un instant, mais avant ça, je veux donner la parole à Anne Nachtergaal aussi pour voir comment l'industrie alimentaire se situe dans ce débat et dans le contexte actuel aussi, avec les mêmes questions quelque part, puisque les objectifs finalement s'appliquent à tous les secteurs. Beaucoup d'industries font déjà. Certaines, on ne peut pas le nier, sont dans le greenwashing, d'autres sont aussi dans le lobbying pour maintenir le modèle alimentaire existant, mais d'autres font et sont des alliés dans ce travail-là, puisque d'une manière ou d'une autre, nous devons tous réaliser les objectifs qui ont été fixés, et deux, sans l'industrie alimentaire, nous n'y arriverons pas. Et donc, voilà, aussi une petite réaction par rapport à la stratégie Farm to Fork, et puis nous reviendrons aux solutions. Merci. Je pensais qu'on allait un peu s'engueuler et avoir un peu d'animation sur la scène, mais finalement on est tous d'accord. Et je pensais avoir un peu d'animation pour réveiller un peu la salle, parce que je vois certaines personnes qui sont en train de s'endormir. Mais c'était peut-être parce que Philippe était trop long et et pas assez enthousiasmant dans son... Au contraire, pas du tout, je trouvais ça très passionnant. Ceci dit... donc je représente la Fédération de l'industrie alimentaire, je représente l'industrie alimentaire belge, et je pense que c'est toujours utile, quand on a ce genre de débat, de resituer un peu qui on représente et qui on est, parce que je ne réponds pas tout de suite à ta question, mais souvent on a une vision un peu tronquée du système alimentaire ou de la chaîne alimentaire. Donc cette fameuse chaîne alimentaire qu'on représente souvent comme une chaîne, mais qui est plutôt un système qu'une chaîne, parce que tout est interconnecté et que ce n'est pas... linéaire, c'est fort circulaire déjà, la chaîne alimentaire, le système alimentaire. Donc il y a les fournisseurs à l'agriculture qu'on met dans le groupe agro-industrie souvent, et donc c'est les fournisseurs de pesticides, d'alimentation, d'engrais et ainsi de suite. Il y a l'agriculture que tout le monde bien situe convenablement et visualise de manière très très précise. Puis on a l'industrie alimentaire qui, sur base de matières premières agricoles, fait une transformation. Et cette transformation peut être très très simple. C'est le moulin à farine, c'est une entreprise alimentaire. Ça peut être naturellement beaucoup plus compliqué. C'est le chocolat qui nécessite un peu plus de transformation, ou le plat préparé, ou ce genre de choses. Et puis, nous avons la partie commerciale, qui sont la grande distribution, l'ORECA, le petit commerce, et ainsi de suite. Et puis, le consommateur. Donc, je représente le maillon au centre, qui est un maillon extrêmement diversifié, qui n'est pas constitué de quelques grosses entreprises qui décident de tout et qui ont tout à dire. L'industrie alimentaire belge, c'est 4600 entreprises. Wallonne, 1300 entreprises. 96%, moins de 50 travailleurs. C'est un secteur par excellence de PME. Donc je représente des PME. Je ne représente beaucoup moins des grosses entreprises alimentaires, ce genre de choses. Essentiellement des PME qui sont actives sur le terrain, qui constituent de l'emploi en Wallonie de manière très importante. Nous sommes le secteur industriel au niveau emploi le plus important de Wallonie, qui crée de la valeur ajoutée, qui met de l'ambiance aussi avec les brasseries et ce genre de choses. Donc voilà, nous sommes ce secteur-là, et c'est bien de resituer ce que on représente exactement. Au niveau de la fédération, maintenant pour rentrer plus dans le sujet, au niveau de la fédération de l'industrie alimentaire, nous sommes conscients depuis de très 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 nombreuses années que le système actuel tel qu'il fonctionne va nous mener à une impasse, et qu'il y a énormément de défis auxquels il faut trouver des réponses et une autre manière de fonctionner, sinon on ne va pas s'en sortir, et il va vraiment avoir des problèmes dans tout le système alimentaire et dans nos entreprises aussi. C'est pour ça que depuis longtemps nous avons travaillé sur cette thématique. Nous travaillons en matière de durabilité avec un rapport de développement durable depuis 2011, mais l'élément le plus important, sur lequel on a beaucoup travaillé et qui a été lancé fin de l'année passée, c'est une roadmap en matière de développement durable, avec toute une série d'objectifs que nous nous sommes imposés à nous-mêmes,
pour faire évoluer l'industrie alimentaire vers plus de durabilité. Cette roadmap s'inscrit bien évidemment totalement dans la stratégie Farm to Fork du système au niveau européen. Donc en tant que secteur alimentaire belge, nous n'avons jamais remis en cause la stratégie Farm to Fork. Par contre, ce que nous avons dit, c'est que la situation actuelle, les deux crises, la crise de Corona qui n'est pas finie et la crise due à la guerre en Ukraine, nous met aujourd'hui, met tout le système alimentaire, et l'industrie alimentaire plus particulièrement, dans une situation extrêmement compliquée. C'est très, très, très compliqué actuellement pour les entreprises alimentaires et pour le système alimentaire dans son ensemble. On ne trouve plus de personnes qui veulent travailler chez nous. On ne sait pas très, très bien comment ça se fait non plus. Hein. C'est comme le soja, on ne sait pas où il disparaît. Nous, on ne trouve plus de gens qui viennent, qui sont disponibles au niveau du marché de l'emploi pour travailler dans nos entreprises. On ne trouve plus certaines matières premières, et des matières premières très très simples aussi, hein. Certains emballages. On ne trouve plus du verre. Les entreprises alimentaires, quand qui font de la confiture, dans des bocaux réutilisables aussi, là, elles sont très contentes qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui veut leur fournir des bocaux parce qu'elles n'en ont pas et elles ne discutent même plus du prix, elles payent. On ne trouve plus certaines matières premières. Les entreprises sont obligées de changer dans leur composition et de retourner à éventuellement des matières premières qu'elles ne souhaiteraient pas. J'étais hier dans une entreprise qui fait des chips. Ils disaient, j'ai dû repasser à l'huile de palme parce que les autres types de huile sont plus disponibles sur le marché. Nous sommes aussi confrontés à la difficulté de continuer à pouvoir fournir de l'alimentation à un prix abordable. Tout explose, tous les coûts explosent. Nous n'arrivons pas, au niveau de la distribution, ils ont comme objectif de maintenir ce coût abordable, mais qui nous mène alors dans une situation où nous sommes aussi, et aussi alors avec le niveau de l'agriculture, confrontés à des pressions énormes qui ne nous permettent plus d'être rentables. Vraiment, il y a certaines entreprises qui disent « je ferme certaines de mes lignes de production parce qu'elles ne sont pas rentables » et qui donc ne permet pas non plus d'investir dans de nouveaux systèmes, dans plus de durabilité et ainsi de suite. Donc nous sommes actuellement dans des situations vraiment très difficiles pour laquelle on dit, voilà, l'objectif est là, il faut continuer dans cette démarche vers plus de durabilité, vers la Farm to Fork stratégie et ainsi de suite. Mais actuellement, il faut nous aider aussi à passer cette étape, pour qu'après on puisse réaccélérer le bazar pour continuer vers ce système, vers plus de durabilité dans tout le système alimentaire. Ça, c'est actuellement notre discours, parce que la situation est vraiment très très compliquée, et parce que vraiment cette pression sur les prix et sur les coûts et ainsi de suite, et sur la disponibilité des matières est vraiment très importante. Et on ne peut pas changer le système comme ça. C'est l'agriculture, c'est le système alimentaire. Ça prend du temps pour refaire quelque chose d'autre. Merci Anne. Effectivement, le changement ne se décrète pas et se mène. Ça m'amène à la deuxième partie de nos échanges. Peut-être avant ça, parce que je sens qu'il y a une envie de débat quand même et une envie de titiller un peu. Philippe a interpellé finalement l'industrie alimentaire par rapport à la question de la transparence. C'est aussi une question qui se pose quand on parle du commerce international, par exemple, l'importance de la transparence des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de valeur. Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est en cours pour permettre cette transparence et l'assurer? Est-ce qu'il y a une volonté aussi de la part de l'industrie alimentaire d'assurer cette transparence? Je demande ça parce que derrière, il y a quand même aussi une demande accrue des consommateurs d'avoir cette transparence, notamment, et l'actualité de cet été l'a montré aussi, dans le cadre de retrait de produits, par exemple, des rayons des magasins, ça interpelle aussi sur le plan sanitaire. Et donc, est-ce que là, il y a une réponse qui est en cours?
Je pense que sur le plan sanitaire, la transparence y est, avec l'AFSCA et ainsi de suite, et la communication. Et à ce niveau-là, je pense que la transparence y est. Dans sur la transparence de tous les flux de matière et ainsi de suite, c'est extrêmement complexe. Et si on peut pas demander, on peut pas décréter en industrie alimentaire soyez transparent ou secteur alimentaire soyez transparent. Je pense qu'il faut alors une organisation pour permettre cette transparence. Et cette organisation doit se faire au niveau européen. Il faut qu'on rassemble les données, il faut qu'on les de manière structurée, il faut qu'on organise tout ça. Pour savoir effectivement où va le soja ou ce genre de choses. Donc il faut que ça soit organisé. On ne peut pas décréter soyez transparent. Et l'organisation doit se faire au niveau européen. Donc c'est au niveau européen que ça doit se faire. Il y a aussi toute la question sur la transparence au niveau de l'étiquetage et une discussion qui est régulièrement sur le tapis, c'est l'étiquetage sur les origines des produits et ainsi de suite. Je dois avouer que c'est une matière que je maîtrise beaucoup moins, mais il y a toute une difficulté aussi à ce niveau-là de la diversité des approvisionnements aussi pour une entreprise alimentaire, de l'adaptation des étiquettes et ainsi de suite, qui est loin d'être simple à faire aussi, et d'assurer donc cette transparence au niveau de l'étiquetage. Pas parce qu'on veut cacher quelque chose, mais c'est aussi une question de pratique. Les fraises, à un moment donné, sont belges, mais le pot qui va être produit demain, la fraise va être de France. Et donc l'étiquette, même si c'est un pot de confiture de fraises, et donc il faut changer l'étiquette, c'est que loin d'être des choses évidentes, qui, à nouveau, si on demande ce genre de choses, constituent des coûts supplémentaires au niveau de l'organisation dans l'entreprise, de l'étiquetage et ainsi de suite, et constituent nouveau une augmentation du prix. Et donc, avec toujours la question, et c'est un dilemme que l'on a posé aussi dans la roadmap, le fait que l'alimentation doit rester abordable, mais d'un autre côté, toute une série de choses, ou de demandes, ou de besoins, ou d'évolutions qui, inévitablement, vont entraîner une augmentation des coûts. Et donc ce dilemme-là est extrêmement important et nous n'avons pas non plus la réponse à cette question-là. On va passer à ce que j'ai appelé les solutions, ou la diversité des solutions, où Philippe a appelé la diversité des systèmes à mettre en place. On parle beaucoup d'agroécologie, d'agriculture biologique. Philippe, tu as déjà évoqué la question et le fait que pour le moment, ce n'est plus nécessairement la priorité des priorités, alors que quelque part, on a un système qui a été mis en place, encouragé et qui devrait continuer à l'être, sachant que l'Union européenne a aussi fixé ses objectifs. Je rappelle l'objectif de 25% des terres agricoles en Europe consacrées à l'agriculture biologique d'ici à 2030. Ça reste un objectif à atteindre et tu pourras le dire, 30% en Wallonie. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que, on a déjà bien compris qu'il n'y a pas un seul modèle, mais quel serait le ou les systèmes à développer, notamment à l'échelle de la Wallonie, pour pouvoir atteindre cette autonomie ou cette souveraineté alimentaire en tout cas? Est-ce que la Wallonie peut servir de modèle, d'exemple en Europe, sachant que beaucoup de régions européennes sont loin d'être au stade auquel nous sommes en termes, par exemple, de relocalisation, de développement des circuits courts alimentaires, d'agriculture biologique et d'autres systèmes. Et donc, quelles sont finalement les pistes qui sont déjà sur les rails au niveau wallon, et vers quoi pourrions-nous aller, pousser encore davantage pour parvenir à un système alimentaire durable? Céline Tellier. Vaste question. D'abord, je voulais dire que j'aime beaucoup l'analogie que Philippe a faite avec les différents types d'énergie. Je trouve que c'est très pédagogique pour effectivement comprendre tout ça, sachant que, comme tu l'as dit, il y a certains modèles dont on ne veut plus, qui ont beaucoup trop d'impact à tous les niveaux, et certains modèles qui, aujourd'hui, sont pris dans des dépendances. Et je pense que le propos de Anne a bien montré à quel point, effectivement, ces dépendances sont fortes dans la situation actuelle et dans les systèmes actuels. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'on se libère de certaines dépendances qui sont problématiques, que ce soit en termes d'usage d'intrants chimiques, par exemple, d'engrais, de pesticides, et comment est-ce qu'on soutient aussi des modèles alternatifs. Alors, on a beaucoup parlé du bio. C'est vrai que l'Europe fixe un objectif de 25% au niveau des surfaces agricoles utiles
en bio, donc c'est vraiment la production bio en tant que telle. Au niveau de la Wallonie, on vise 30% carrément, donc on est plus ambitieux encore. Il y a une différence très forte entre la Wallonie et la Flandre, par exemple, sur ce volet-là, où la Flandre est, pour ainsi dire, nulle part en termes de développement du bio, contrairement à la Wallonie. Ça ne veut pas dire que c'est simple, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler aussi sur la demande en bio. Je vais y revenir, parce que ça fait partie des choses dans cette conjoncture actuelle, et Philippe l'a évoqué, où effectivement, on voit qu'il y a des diminutions de part de marché du bio, qui sont sans doute liées aussi à une autre petite musique, qui est celle que le bio coûte plus cher. Alors, ce qui est vrai dans un certain nombre de cas, notamment pour tout ce qui est transformation de produits agricoles, mais pour des biens, des produits de base, ce n'est pas nécessairement le cas, et encore moins le cas lorsqu'on va aller vers du vrac, par exemple, qui va aussi réduire les coûts de production aussi au niveau des emballages. Mais donc il y a tout le soutien à ce secteur bio. À ce niveau-là, on a travaillé beaucoup dans le cadre justement de la PAC wallonne, dont on a parlé tout à l'heure, pour renforcer le soutien à la fois au développement du bio, mais aussi aux acteurs qui préexistent, qui sont déjà là en matière de bio. Un exemple concret, on est passé d'un budget de 96 millions à 140 millions pour le bio, au niveau des primes vraiment qui sont données aux agriculteurs au niveau de la PAC. Ce n'est pas négligeable du tout. On a par exemple mis en œuvre, ça va démarrer ici en 2023, des aides qui n'existaient absolument pas pour les maraîchers bio. Jusqu'ici, avec la PAC actuelle, les maraîchers n'avaient strictement accès à aucune aide de la PAC. À partir de 2023, on aura un forfait de 4 000 euros par hectare, donc jusqu'à 3 hectares, donc 12 000 euros par hectare pour les maraîchers. C'est quand même un apport financier qui n'est pas du tout négligeable pour des métiers qui, comme le disait Philippe tantôt, sont largement sous-payés aujourd'hui. Donc très clairement, il faut soutenir nos producteurs, les soutenir aussi en aval. Et donc on a tout un travail conséquent maintenant qui est mené sur la demande en fait directement, que ce soit au niveau des produits bio ou également au niveau plus largement des systèmes alimentaires alternatifs, entre guillemets, qui, on l'espère, sont de moins en moins alternatifs dans le sens quantitatif du terme, et notamment la relocalisation alimentaire. Je pense par exemple au travail sur les cantines. Les cantines de collectivité, c'est pas du tout négligeable en termes de nombre de repas distribués chaque jour. On est à peu près à 200 000 repas par jour, repas chauds en Wallonie. Aujourd'hui, on a à peu près 60% de ces 200 000 repas chauds qui s'inscrivent dans une démarche de cantine durable. Alors ça veut dire quoi, cantine durable? C'est à la fois donc c'est des collectivités, des écoles, des communes, des hôpitaux, des homes, etc., qui vont considérer qu'on doit évoluer dans le type d'assiette qu'on propose aux consommateurs, à la fois en ayant une assiette qui est plus végétalisée, avec l'impact carbone dont on a parlé tout à l'heure de la viande, une assiette qui va être aussi plus fournie en produits locaux. Et donc on a mis maintenant, nous, un certain nombre de conditions pour se fournir localement sur un certain nombre de produits précis, dont on sait qu'on a des producteurs qui existent chez nous, et une assiette aussi qui est moins gaspillée. Tu as évoqué l'enjeu du gaspillage alimentaire, c'est effectivement crucial parce qu'aujourd'hui, on surproduit largement ce dont on a besoin. Donc, travailler sur l'aval au niveau de la demande, c'est vraiment important pour fournir aussi une demande stable à nos producteurs locaux et éviter qu'ils soient effectivement soumis à des conjonctures, à des fausses histoires qui sont racontées par les uns et par les autres et qui peuvent parfois provoquer aussi un certain nombre de mouvements au niveau du marché alimentaire. Au-delà de ça, dans le soutien aussi à des systèmes alimentaires un peu différents, effectivement, on a voulu soutenir tout ce qui est agroécologie. Alors, agroécologie, c'est encore un terme qui est relativement peu connu. Ça vaudrait la peine aussi de le préciser. Ce n'est pas du bio, hein, c'est autre chose que le bio, mais c'est déjà un pas vers une agriculture qui est effectivement moins utilisatrice au niveau des ressources, moins consommatrice d'intrants, etc., sans être nécessairement bio, et qui réfléchit aussi, mais Philippe en parlera certainement bien mieux que moi, à son autonomie au niveau de l'exploitation en tant que telle. On a parlé du soja pour nourrir le bétail. Il y a des façons différentes de nourrir le bétail. La première façon, évidemment, c'est le fourrage par les prairies. Bon, aujourd'hui, les prairies, malheureusement, elles sont rousses. Vous les avez vues comme moi, à cause de la sécheresse. Et donc, il y a tout cet enjeu aussi de comment est-ce qu'on a un système qui se tient en termes d'autonomie de l'exploitation agricole. Il y a tout l'enjeu des effluents d'élevage aussi, par exemple, qui font partie aussi de ce système de l'exploitation agricole.
même si je déteste ce mot exploitation agricole. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve autre chose aussi. Ça changera déjà un petit peu l'image. Mais donc tout ça pour dire qu'on a voulu développer un plan de transition agroécologique avec mes collègues en charge du climat et de l'agriculture. C'est un plan quand même qui va s'étaler sur 4 ans, 8 millions d'euros, c'est pas du tout négligeable, avec différentes actions qui visent notamment à mettre en réseau des acteurs, des agriculteurs qui aujourd'hui ont envie de s'inscrire dans ce phénomène de l'agriculture agroécologique, de partager les bonnes pratiques, d'être soutenus aussi par des conseillers indépendants. Vous savez qu'aujourd'hui, les conseillers qui vont dans les fermes aujourd'hui, chaque semaine, il y a un conseiller phyto. Et ce conseiller phyto, donc pesticide, pour le dire d'une façon un peu plus claire, c'est généralement un vendeur de produits phyto. Donc aujourd'hui, il y a un conflit d'intérêts manifeste dans les fermes, puisque ceux qui viennent conseiller nos agriculteurs sont aussi ceux qui leur vendent des produits pesticides. Et donc on a voulu amener un peu plus d'indépendance par rapport à ça, en développant des groupes de conseillers indépendants qui vont pouvoir aider nos agriculteurs à avoir des conseils différents. Ça ne veut pas dire nécessairement passer au bio, mais en tout cas pouvoir réduire aussi et penser autrement leur exploitation agricole pour qu'elle soit plus autonome. Dernière chose sur laquelle je voulais insister à ce stade-ci, c'est aussi tout ce travail sur la relocalisation alimentaire, justement, qui est vraiment un sujet aussi qui nous tient très à cœur, puisque travailler sur les dépendances, c'est aussi faire en sorte d'avoir des acteurs chez nous qui soient en capacité à développer des alternatives plus locales. Alors on l'a fait avec le soutien à 46 projets concrets de relocalisation alimentaire, à la fois au niveau des producteurs, notamment par exemple l'émergence d'une filière d'huile de tournesol bio. On a beaucoup parlé du tournesol avec la guerre ukrainienne. Clairement maintenant, il y a une filière d'huile de tournesol qui est en train de se développer. Un autre exemple concret, c'est le développement de filières de farine chez nous, parce qu'il faut savoir que la très grande majorité des céréales que vous voyez dans les paysages wallons servent à deux choses, à nourrir le bétail ou aux agrocarburants. Ne servent pas en fait à faire le pain que vous et moi mangeons certainement quasiment tous les jours. Et donc clairement, pour travailler sur notre souveraineté alimentaire, on doit aussi avoir des outils, à la fois des farines qui soient panifiables, mais aussi des outils de transformation, donc toute cette chaîne ou ce système alimentaire qui suit. Et donc on a voulu soutenir des projets concrets de ce type-là, 46 projets au niveau du personnel, et on vient de lancer maintenant un appel à projets pour des infrastructures, notamment des infrastructures de transformation, de distribution, qui vont permettre de travailler sur tous les maillons justement de la chaîne et faire en sorte d'avoir une relocalisation qui se mette en place beaucoup plus chez nous. Merci Céline. Philippe, je vois que tu souhaites réagir. Oui, là, on ne va pas être tout à fait d'accord avec Céline, donc ça tombe bien, il y aura du débat. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment... Enfin, personnellement, moi je panique là. Sérieusement, je panique. J'ai vu les champs de patates ce matin. Je pense qu'on est vraiment dans une situation... ça va vraiment pas aller, quoi. Les éleveurs... Il n'y a personne qui sait, j'ai discuté avec plusieurs éleveurs la semaine passée, il n'y a personne qui sait comment il va passer l'hiver, mais personne ne le sait. Hein. Donc là, pour le moment, ils se disaient, il va quand même repleuvoir un petit peu, on va remettre... Non, c'est fini, il ne va plus repleuvoir un petit peu. Et les stocks, ils sont bouffés, et donc ils vont revendre. S'ils revendent tous en même temps, les prix vont s'écrouler. Donc personne ne sait où on va. Et donc, alors, on n'est pas pour faire du diagnostic, je réponds à la question, les solutions. Donc pour moi, la première chose, c'est que les solutions doivent avoir un impact, et un impact majeur. Et donc le problème que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on vient avec des solutions, avec des projets, avec des initiatives, mais on n'a pas de mesure d'impact. On n'a aucune mesure d'impact sur ce qui se passe. Donc moi j'entends bien qu'il y a des projets de relocalisation, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme impact sur le climat, la biodiversité, le bien-être des agriculteurs? On n'en a aucune idée. Alors je prends un exemple, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, avec Pierre Stassard de Liège, on a été les premiers à travailler sur l'agroécologie. On a invité Miguel Altieri. Dans les années 2008-2009, on était déjà sur l'agroécologie. Personne, ça n'intéressait personne. Les Français s'y sont intéressés en 2012, avec Stéphane Le Foll. Ils ont fait tout un plan agroécologique. Ça a tout foiré, mais tout foiré, quoi. Hein. Vraiment, moi j'étais là en 2012 avec Stéphane Le Foll. Venez 10 ans après, ça a... Allez, Ecofito, enfin bon. On peut en discuter, mais ça a foiré à 90%. 90, il dirait. Et puis nous, maintenant, on refait un plan agroécologique, à peu près les mêmes bases que le plan français, et on se dit, bah, ça va aller, quoi, puisque les Français ont foiré, nous ne voient pas foirer. Et donc, moi, je ne comprends pas que... Non, mais je ne comprends pas
Pourquoi ? Parce que l'agroécologie, en 86, quand Miguel Altieri a mis en place les principes, il a dit diversité des cultures, recyclage, respect du sol, etc. Et puis dans les années 2000, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et que ce qu'il fallait, c'était changer les rapports de force, augmenter l'autonomie de l'agriculteur, ce que Céline a dit, penser à l'échelle de la ferme, etc. Puis on s'est rendu compte que ça ne marchait toujours pas. On s'est dit, il faut changer le système alimentaire. Donc les scientifiques de l'agroécologie, aujourd'hui, ils disent, il faut partir du système alimentaire, changer les règles du système alimentaire, et puis après, ça permettra de changer les pratiques. Ça, c'est ce que les scientifiques de l'agroécologie disent. Ce que les acteurs aujourd'hui font, c'est l'inverse. Ils changent les pratiques et ils se disent « Bon, ça va bien aller, hein ?» Mais non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller si on ne crée pas le cadre qui permette à ces pratiques de perdurer, d'être pérennes. Et en France, on a voulu changer les pratiques en termes d'usage des pesticides. Eh bien oui, on a mis en place 30 millions d'euros au début, ça ne marchait pas. On a mis 70 millions d'euros. Ça ne marchait toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les agriculteurs, ils avaient les bonnes pratiques, ils savaient ce qu'il fallait faire. Mais le marché leur demandait de faire plus de sucre, de faire plus de vin, de faire plus de choses qui consomment plein de pesticides. Et donc, si le système tire dans un sens et qu'on met de l'argent pour aller dans l'autre sens, quelque part, c'est de l'argent perdu. C'est de l'argent perdu parce que le système empêchera le déploiement de ces histoires-là. Donc là, moi, je suis un peu radical sur ça et peut-être pas très consensuel. Je m'en excuse, Céline. Mais là, le plan agroécologie, j'entends que c'est des projets. Moi, je rêve d'un plan. Moi, je rêve d'un plan qui dise voilà l'impact qu'on va avoir, voilà le truc. Et c'est pas que l'agroécologie, là. On va stocker du carbone dans le sol. Il y a plein de gens qui racontent des histoires là-dessus. En fait, on ne stocke pas de carbone dans le sol. Maintenant, on se rend compte qu'en fait, on a cru qu'on pouvait, on ne peut pas. Alors pourquoi on ne peut pas ? On ne comprend pas bien. C'est peut-être à cause de la sécheresse, c'est de la faute à personne. Sauf qu'on sait que si on se met comme objectif de lutter contre le changement climatique en stockant du carbone dans le sol, c'est un faux objectif. On le sait. Mais il y a encore des milliers d'euros qui sont mis par les entreprises, par tout le monde là-dedans, alors qu'on sait que ça ne marche pas. Un peu comme... Donc, on recommence un peu le problème des biocarburants, quoi. On a une bonne idée, et puis tout à coup, c'est plus la bonne idée, et puis on continue. Et alors, Anne l'a dit, le système agricole alimentaire, il a une inertie monstrueuse. Donc, quand on prend la mauvaise direction dans un système qui a une inertie monstrueuse, on se perd pour longtemps. Et moi, sérieusement, si je suis aussi radical là-dessus et un petit peu provocateur, c'est pas pour le plaisir. C'est parce qu'aujourd'hui, quand je vois l'impact qu'on doit avoir, les changements qu'on doit faire aujourd'hui suite à la sécheresse, suite à ce qui se passe, je me dis, est-ce qu'on ne remettrait pas les trucs tout à zéro ? On reprendrait tout le pognon qu'on a lancé et on se dirait, mais les gars, les règles du jeu ont changé. Oui, je sais, Laetitia fait des grimaces parce que les AB au gouvernement, c'est compliqué à changer. Mais sérieusement, on est en situation de crise. Est-ce qu'on ne reprendrait pas tout et qu'on dirait, bon, allez, on s'assied tous ensemble et on réfléchit à ce qu'on fait parce qu'en fait, ce qu'on avait imaginé de bonne foi, très sincèrement, ça ne va pas suffire. Et donc, est-ce qu'il faut continuer tout doucement à se dire, quelque part, on se donne bonne conscience ? Là, je vous conseille mon livre favori, c'est 2 degrés d'Edwin Zakai, publicité gratuite, mais si vous voulez un livre sur le changement climatique, achetez 2 degrés d'Edwin Zakai, c'est une merveille. Et il parle de la bonne conscience dedans, et c'est ça qui est intéressant. Il dit beaucoup de nos actions sont motivées par la bonne conscience et pas par l'impact. Mais ici, là, on n'a plus le choix. Hein. En agriculture, sortez, allez faire un tour dans les campagnes, allez dire bonjour aux gens des magasins bio qui ont perdu 30% de chiffre d'affaires en un an. C'est dingue, quoi. Et donc moi, je me demande dans quelle mesure il faudrait. Et je viens à ma deuxième solution, parce que Saskia m'a demandé des solutions, je viens avec des problèmes. Mais donc c'est quand même une solution que je propose. Hein. C'est de réfléchir tout en fonction de l'impact de ce que ça peut avoir. C'est ça ma solution. Et ma deuxième solution, c'est de faire des alliances. En fait, la situation actuelle, et on en a parlé sur le narratif, induit une augmentation de la dualisation. Et si on est dans un monde dual où on oppose les modèles, sauf dans la Bible avec David et Goliath, en général, c'est les plus forts qui gagnent. Et les plus forts
en agriculture, c'est pas nos copains aujourd'hui. Hein. Bon, donc, il ne faut pas essayer de faire le combat en disant « moi j'ai le bon modèle, l'agroécologie, toi tu as le mauvais modèle, l'industriel, et c'est moi qui vais gagner avec mon agroécologie ». Ça ne marchera pas. Ça, je peux vous dire que ça ne marchera pas. Donc, il faut aller au contact, ne pas être copain avec tout le monde. Ça, il y en a avec qui je ne parlerai jamais. Mais quand même aller au contact et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut trouver comme chemin. Je donne juste un exemple. J'étais chez Danone il y a 2 mois pour discuter, parce qu'ils avaient invité, c'était sympa. Et il y a des gens de Shift qui leur ont expliqué que la compensation carbone, c'était vraiment pas une solution. Ben, très sincèrement, les gens de Danone ne l'avaient pas compris. Alors vous allez me dire, ils sont un peu... Bon. Non, ils n'avaient pas compris. Et très gentiment, il y a un dialogue qui s'est installé en disant, ben, la compensation, ça peut servir dans une phase intermédiaire, mais il faut en sortir le plus vite possible. Parce qu'aller planter des forêts en Afrique, comme Jeff Colruyt veut le faire, c'est pas la solution. Et il faut que l'industrie le comprenne. Et il y a des gens qui l'ont compris. Et en se parlant, on va peut-être se dire, ben voilà, cherchons ailleurs alors. Mais si on n'avait pas été, Danone, il serait toujours en train de planter des forêts. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment faire des alliances pour éviter les oppositions, parce que les oppositions vont nous conduire à une dualisation qui va être défavorable aux systèmes les plus alternatifs. Mais alors, on tombe sur la question de la vision. Et donc, c'est là qu'il y a un gros problème qu'il faut régler d'urgence. C'est est-ce qu'on est tous d'accord de signer? Moi, je me rappelle que Manger Demain avait fait signer des choses aux gens. Il faudrait refaire signer des gens, les ministres, Ali Bramou, tout ça. Est-ce qu'on est tous d'accord de signer en dessous de Farm to Fork? La FEVIA, les ministres, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie. Si tout le monde est d'accord de signer en dessous, eh bien à ce moment-là, on peut commencer une discussion sur l'alliance. Si on n'a pas la même vision, à ce moment-là, on est obligé d'avoir des projets qui vont contrebalancer d'autres projets. Vous imaginez le gaspillage, en fait. Hein. Et un tuyau qui amène de l'eau chaude, un tuyau qui amène de l'eau froide, enfin, on a de l'eau tiède qui ne sert à rien. Et ça ne va pas, quoi. Donc moi, je voudrais vraiment... moi, j'insiste vraiment... Enfin, du peu que je connais du système agricole, mais je parle avec des gens qui le connaissent bien, le système alimentaire, Anne a bien présenté la situation. Mais je pense que c'est pas... Moi, où je ne suis pas d'accord avec Anne, c'est qu'il ne faut pas faire le gros dos et puis on reprendra la route. Ça ne sert à rien, parce que moi, j'ai pensé à ça aussi. Au début de l'Ukraine, avec des copains comme Mitch Gus et des gens comme ça, je me suis dit, ça va durer 1 mois ou 2, puis les prix vont redescendre, ça va se stabiliser. Là, ça fait 6 mois et ça empire. Donc, ça n'ira pas. Ça ne va pas se stabiliser. Et si on fait le gros dos, est-ce qu'on va faire le gros dos pendant 2 ans, pendant 5 ans? Si on le fait pendant 5 ans, on est foutu au niveau des enjeux climatiques. Hein. C'est mort, quoi. Donc moi, je me dis, plutôt que de dire, faisons le gros dos, prenons vos problèmes à vous, FEVIA, prenons les problèmes des agriculteurs, mais de plus d'agriculteurs que ceux qui sont motivés, mettons-nous autour de la table et mettons les ressources en commun. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Voilà. Alors l'agroécologie, c'est très intéressant comme cadre. Et d'ailleurs, Farm to Fork n'est pas très loin d'un cadre agroécologique, quelque part. Mais l'agroécologie comme pratique agricole, ça, c'est juste dangereux, parce que, comme ce n'est pas défini, tout le monde met tout et n'importe quoi dedans. Et vient rentrer son petit projet agroécologique, sympa, tout, la main. Oui, ok. Donc, comme modèle agricole agroécologique aujourd'hui, soyons clairs, il y a un seul, c'est le bio. Le bio, c'est du certifié, ça répond à un certain nombre de principes, pas tous. C'est sûr que le bio a ses faiblesses, mais c'est un modèle qui existe, qui est certifié, qui fonctionne, qui est reconnu par l'industrie, qui est reconnu par le consommateur, et que les agriculteurs comprennent. Tous les autres trucs, soit ils font leurs preuves, soit on ne s'en occupe pas. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des guerres de narratifs où les gens font du régénératif, de l'agroécologique, du permacole, du machin, du bazar. Tout ça, c'est très bien. Mais moi, quand j'ouvre un livre d'agronomie ou quand je veux donner cours à mes étudiants sur ces modèles-là, j'en suis juste incapable parce qu'ils n'existent pas. Le régénératif, il y a un article scientifique qui parle du régénératif. Comment je peux donner cours sur un article scientifique? Mais il y a des millions d'euros qui ont déjà été mobilisés dans ce modèle. Donc moi, je pense que là, il faut être sérieux avec les mots, avec les chiffres, et arrêter de se perdre. On ne peut plus. On ne peut plus, c'est trop grave. Merci Philippe, tu as ouvert beaucoup de sujets de réflexion et je suis sûre que dans le public, ça va réagir aussi, mais j'aimerais vous demander à toutes les deux
à la fois de réagir à ce que Philippe a dit, parce que, évidemment, Céline aussi, en tant que ministre, tu as été interpellée, et le secteur alimentaire également. Et Anne, je t'inviterai aussi à ajouter un mot sur la relocalisation, puisque cette question-là a aussi été évoquée, et je pense que dans le débat, notamment par rapport à l'industrie alimentaire, la question est posée aussi. Céline ? Oui, il me semble que ce que Philippe met en exergue, c'est la question effectivement de l'évaluation de l'impact. Et en fait, ça me semble sain. On ne fait pas des politiques publiques pour qu'elles ne servent à rien. A priori, en tout cas. Quand on est de bonne foi. Et donc, clairement, c'est un des gros enjeux. Et on ne va pas se cacher la face. C'est clair que dans tout ce qu'on fait au quotidien, malheureusement, rien n'est tout à fait une science exacte. Et donc, on doit se doter d'indicateurs, on doit se doter d'observatoires, d'objectifs qui soient clairs, de mesurer l'impact de ce qu'on fait. Tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, dans le cadre du projet Cantine dont je parlais, le projet Cantine tel qu'il avait été initié par mon prédécesseur était plutôt dans une première étape de démarche d'inscription volontaire dans cette dynamique. On est passé à un deuxième stade, qui est un stade d'impact, où on demande aux collectivités qui signent le Green Deal Cantine, non pas de dire je vais faire des efforts, mais à quelle échéance, combien, comment, etc. Donc des choses extrêmement concrètes. Et donc cet objectif d'impact, très sincèrement, j'y adhère à 300%. Tout en sachant effectivement que ce n'est pas une science exacte, qu'on tâtonne malgré tout, parce que, comme tu l'as dit, il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas encore clairement définis. Et donc sur l'agroécologie, par exemple, dans le cadre du plan de transition agroécologique dont je parlais, il y a toute cette dimension référentielle. Donc c'est d'ailleurs le premier projet du plan, c'est se doter de référentiels communs en agroécologie. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est ? Quels sont les types de pratiques qu'on peut qualifier de pratiques agroécologiques ? À quoi c'est censé servir ? Comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre concrètement sur le terrain? Parce que je suis tout à fait d'accord, et je pense que ça, c'est peut-être aussi un point que je voulais discuter avec Anne au niveau de l'industrie. Il y a un flou total sur les termes, et je pense que par respect du consommateur, on doit peut-être réduire le nombre de mots, d'une part, ou si on en garde autant, effectivement, faire un travail de transparence sur ce qu'on appelle. Parce qu'on sait aussi qu'il ne faut quand même pas se le cacher non plus, il y a du greenwashing qui existe et qui consiste à inventer un nouveau mot pour finalement parler d'un truc qui consiste à faire tout ce qu'on a toujours fait. Donc cet objectif de transparence, j'y adhère totalement. Cet objectif d'évaluation d'impact, j'y adhère aussi totalement. Et sur la question des alliances, Philippe, comme Anne, font partie, alors ce n'est pas la panacée, on peut en discuter longtemps sur le plan peut-être méthodologique, mais on essaye là aussi de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, et pas uniquement les bio, ou pas uniquement les gentils ou les méchants, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il faut les qualifier, des systèmes alimentaires, mais l'ensemble des acteurs qui, à un moment donné, ont un rôle à jouer dans ce système autour de la table, pour justement faire en sorte d'avoir une alliance en plan environnement pour l'alimentation. Avec cette réflexion de lier agriculture à alimentation, avec cette réflexion multisystème, avec cette réflexion de ok, c'est bien beau d'avoir des entreprises, mais si on n'a pas derrière des personnes qui vont postuler à ces emplois, ça peut poser évidemment un certain nombre de problèmes. Il nous faut aussi des matières premières en suffisance, etc. Et donc, je pense que vraiment cet objectif de travailler en alliance, on le fait à travers cette alliance en plan environnement, le Collège Wallon de l'alimentation durable. Travailler en impact, on le fait. Et alors, il reste la question par laquelle tu as commencé, qui est finalement les premiers signes aujourd'hui des dérèglements climatiques. C'est clair que c'est une période assez affolante, d'une certaine façon, parce que toutes les mesures qu'on essaye de prendre pour réduire les dérèglements climatiques ou atténuer en tout cas les effets, elles-mêmes sont parfois attaquées par les premiers signes. Je prends par exemple à tout ce qui est plantation, par exemple. Je veux dire, vous savez qu'on a un grand programme de plantation d'arbres et de haies qui heureusement avance bien. Mais c'est clair qu'on a la trouille de se dire mais tout ce qu'on a planté, est-ce que ça va rester ou pas ? Et donc on se dit toujours on a peut-être une guerre de retard. En fait, on aurait dû faire ça il y a 10 ans. Mais oui, malheureusement, il y a 10 ans, voilà, les mêmes sensibilités n'étaient pas nécessairement présentes non plus pour pouvoir avancer sur le sujet. Et donc c'est pas facile. Enfin, personne ne dit que c'est facile. Mais est-ce que pour autant
il ne faut pas faire tout en étant effectivement très attentif à évaluer ce qu'on fait. Voilà, moi je pense qu'en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu une crise, on s'est mis autour de la table, on a essayé d'évaluer les choses avec les acteurs et de dégager parfois les moyens aussi budgétaires pour y arriver. Mais je crois aussi que c'est important de garder un cap et de ne pas avoir un fonctionnement en girouette, comme c'est le cas parfois, parce qu'à ce moment-là, on ne sait plus où on va, en fait, tout simplement. Oui, par rapport à... il y a différentes choses, hein, mais déjà, pour répondre à cette question de terminologie et ainsi de suite, moi non plus, effectivement, je suis un peu comme Philippe Barret, je trouve que je comprends pas ce que c'est que l'agroécologie, je comprends pas non plus ce que c'est que l'agriculture régénérative qui est poussée par certaines de nos entreprises aussi. Je n'ai toujours pas compris, et j'ai parfois aussi l'impression que c'est remettre des nouveaux mots sur quelque chose qui effectivement existe depuis longtemps. Moi, j'ai fait mes études d'agronome, on parlait d'agriculture intégrée ou d'agriculture raisonnée. Pour moi, c'est ça, hein, tout ce qu'on parle maintenant, c'est ça, hein, c'est pas fort différent. Peut-être un peu plus poussé, ou c'est pas fort différent. Et donc effectivement, nous ne sommes pas les seuls à lancer des termes et à mettre des nouveaux concepts et à faire quelque part du greenwashing. Non, par rapport au greenwashing, nous sommes aussi demandeurs pour qu'il y ait un cadre beaucoup plus clair pour ce genre de choses, un cadre raisonné, hein, un cadre bien conçu. C'est en train aussi au niveau européen. Et je peux aussi dire, à ce moment-ci, aujourd'hui, il y a déjà des instruments et de la législation qui permettent de cadrer aussi ce greenwashing. Il y a simplement une législation qui dit « vous ne pouvez pas mentir aux consommateurs ». Ce n'est pas marqué comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Vous ne pouvez pas mentir aux consommateurs. Et donc, vous pouvez, en tant que citoyen, aussi porter plainte par rapport à ça. Portez plainte, mais faites-le. Si vous voyez des choses, il y a au service économique au niveau fédéral où on peut porter plainte. Je dis, ça ne sert à rien, non. Si, vous avez du pouvoir. Il faut l'utiliser, ce pouvoir. On ne l'utilise pas suffisamment en tant que consommateur, en tant que citoyen. Il faut l'utiliser. Donc faites-le. Mais il faut améliorer le cadre et il faut éviter et faire en sorte que ce soit plus facile et pour les consommateurs, et pour le législateur, et pour le contrôleur, et pour tout le monde de pouvoir contrôler ce genre de choses, c'est évident, mais il y a déjà des possibilités aujourd'hui. Par rapport aux différents types de systèmes et ainsi de suite, moi, je ne suis pas d'accord avec Philippe Barret qu'il faut arrêter de donner de l'argent et rassembler sur tout un d'argent et tout stopper et puis réfléchir et refaire quelque chose. Ça, je ne pense pas que c'est nécessaire. La seule chose à laquelle moi j'ai très peur, pour laquelle je trouve que ça ne va pas, c'est qu'on risque d'aller effectivement dans une dichotomie et de dire, voilà, ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Ça c'est un modèle qui est bon, et ça c'est le modèle qui n'est pas bon. Ça c'est durable, et ça c'est pas durable. Nous sommes dans un système alimentaire, et tout est interconnecté. Et dans ce cadre-là, il faut faire en sorte que l'ensemble du système devienne de plus en plus durable. Et donc on peut laisser personne sur le côté. Il faut ensemble, avec l'ensemble des acteurs, les amener à évoluer vers plus de durabilité. Ce que je constate aussi beaucoup, c'est que dans les nouveaux modèles, et c'est très très bien, hein, je trouve que c'est très très bien, ce sont des néo-ruraux, des néo-agriculteurs. Il y a beaucoup de gens qui retournent à l'agriculture et qui essayent de faire quelque chose en maraîchage et ainsi de suite. C'est très 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 bien. Mais à côté, effectivement, comme Philippe Barret disait, il reste ceux qui sont fils d'agriculteurs, filles d'agriculteurs et ainsi de suite, qui sont dans un certain modèle, qui ont beaucoup plus de difficultés à changer, à évoluer. Et ceux-là aussi, il faut les prendre avec, il faut les amener à aller vers plus de durabilité. Et avec des discours ou des plans qui sont et un plan bio, et un plan agroécologie, et un plan, et alors la PAC, et alors encore quelque chose à côté, on divise, on catégorise chacun, et il n'y a pas de réflexion globale sur le système alimentaire en tant que tel. Et cette réflexion au niveau du système alimentaire en tant que tel, basée sur des connaissances, parce qu'effectivement, il manque de connaissances, et il faudrait vraiment avoir des connaissances pour bien comprendre qu'est-ce que c'est et par où on peut évoluer. Ce travail-là n'a pas été vraiment encore fait en région wallonne et devrait, à mon sens, être fait. Il existe effectivement le Conseil wallon de l'alimentation durable où tous les acteurs ont été rassemblés et ensemble on essaye d'évoluer. FEVIA a
récemment, quelques mois, décidé de ne plus faire partie de ce Conseil wallon. Pourquoi ? Justement à cause de ça. Parce qu'on ne voit pas de politique globale, intégrée, compréhensible, co-construite aussi, mais globale, qui pense le système alimentaire dans son ensemble. Et on réclame pour ça qu'il y ait une véritable collaboration, et je sais que c'est l'objectif dans le cadre du Conseil et de l'Alliance, mais qu'il y ait une véritable... que effectivement tous les ministres signent le même document, une véritable collaboration entre les différents ministres qui sont de près ou de loin touchent au système alimentaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque. Il y a cette alliance, mais chaque compétence, et au niveau de l'administration aussi, chacun fait un peu différent en bloc sur certains aspects, mais il n'y a pas de vision un peu globale sur comment veut-on évoluer au niveau du système alimentaire wallon. Au niveau de la relocalisation, nous sommes aussi demandeurs depuis très très nombreuses années de retravailler sur certaines filières. Une des filières sur laquelle on insiste aussi beaucoup, et c'est la problématique du soja et ainsi de suite, c'est la filière des protéines, avoir une filière vraiment protéines au niveau wallon. Pour développer ça et pour que ce soit périn, effectivement, il faut aussi travailler au niveau de l'ensemble de la chaîne alimentaire et vraiment penser à comment peut-on, de la production jusqu'au consommateur, parce qu'on l'oublie souvent aussi, hein, il faut aussi que le consommateur soit prêt à aller dans certaines directions. Comment peut-on créer ce genre de choses ? Il y a des initiatives qui sont prises, il y a des soutiens qui sont donnés à certains types de filières, à certains types de production et ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut aussi beaucoup plus que ça. Il faut penser vraiment à l'ensemble des acteurs de la filière, il faut les mettre ensemble, il faut les travailler ensemble, il faut travailler à la recherche et développement, il faut travailler parce que faire du pain panifiable et de la farine panifiable, c'est beaucoup d'acteurs qui doivent être ensemble, c'est loin d'être évident, c'est une certaine qualité qu'il faut, enfin tout ça n'est pas la même chose avec les protéines, c'est des nouveaux types de cultures, c'est de nouveaux types de manières de travailler, c'est des nouvelles machines aussi, il faut des constructeurs de machines qui puissent faire ce genre de choses. Donc, il y a cette demande aussi, et il y a des évolutions, et on y travaille, et la ministre Tellier y travaille, et d'autres ministres aussi, mais ça pourrait être encore mieux organisé, mieux concerté, mieux mis en place pour accélérer tout ça, s'il y a vraiment une vision commune qui doit se construire, et ça ne va pas se faire comme ça, qu'il y a une vision commune au niveau du gouvernement, au niveau des autorités, parce que le gouvernement passe aussi, mais les autorités, l'administration, tout ça doit être construit de manière à avoir une vision pour le système alimentaire dans son ensemble. Merci Anne Nachtegaal. Je crois que l'appel est lancé et c'est aussi effectivement le travail qu'on mène du local à l'Europe, puisque c'est le propos de dire que dans le cadre des débats sur la politique agricole commune, on ne peut pas faire fi de débats sur une politique alimentaire commune à l'échelle européenne, et que le cadre doit être défini au niveau européen aussi, et que cette stratégie de la ferme à la fourchette, c'est un premier pas dans cette direction, mais néanmoins aujourd'hui, le constat amer, c'est que la cohérence des politiques n'y est pas. Entre une bonne stratégie avec des objectifs chiffrés et une volonté d'y inclure tous les secteurs et tous les États membres, on a une autre politique qui est mise en parallèle et qui vient finalement contrebalancer via d'autres moyens, puisque le budget de la politique agricole commune, c'est le plus gros budget européen alloué aux États membres. Via d'autres moyens, on mène des politiques qui vont à contresens des politiques qu'on définit dans le cadre d'une stratégie et qui sont elles aussi subsidiées à coup d'appel à projets, de subventions. Je mentionnais la subvention liée à la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais d'un autre côté, on continue à œuvrer dans le cadre existant, le système existant, qui génère une surproduction et des pertes et des gaspillages. Donc, je pense qu'avant de te donner la parole, je pense que tu pourras réagir dans le cadre des échanges, parce que j'ai envie de donner le droit aux consommateurs de réagir et voilà, de vous donner la parole. Donc, on va faire circuler un micro dans la salle. Je vois déjà pas mal de mains qui se lèvent. Je pense que la première était
là-haut au milieu. Si tu pouvais donner le micro, on va aussi faire une alternance homme-femme. Et donc, si tu peux faire parvenir le micro de manière équilibrée, c'est encore mieux. Voilà, je vois une personne qui a un micro, donc je vous invite à poser votre question. Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend, oui. Donc voilà, Céline Chardon, je suis agronome. Une question que je me posais, c'est au niveau du froment, effectivement, il y a d'une part le froment panifiable qui est utilisé en alimentation humaine et d'autre part le froment fourragé qui est utilisé pour l'alimentation, pour le bétail et pour les biocarburants. On voit qu'en Belgique, on a essentiellement du froment panifiable, fourragé. Et pourquoi ? Ça fait des années qu'on parle d'essayer d'augmenter cette part, on voit des tendances et puis ça redescend. Comment réussir à attirer le secteur agricole ? Est-ce que c'est pour des raisons techniques ? Parce qu'on voit beaucoup d'agriculteurs qui se plaignent essentiellement par rapport au côté de la qualité, d'une conduite au champ plus complexe. Comment réussir ce challenge ? Et on voit que ce n'est pas que pour le froment, on voit également que c'est pareil pour l'orge, où on voit qu'on a très peu d'orge brassicole, on a augmenté un tout petit peu les hectares, puis ça s'est réduit. Et donc notre industrie est complètement dépendante d'importation. Une autre réflexion, c'est on parle des agriculteurs, on parle de l'industrie agroalimentaire, mais il y a des acteurs intermédiaires entre les deux, notamment les négoces qui vont réceptionner les céréales, le colza, et qui vont après les commercialiser, parfois à l'international. Je pense par exemple au colza. Pratiquement toute la production belge part dans d'autres pays, États membres européens, principalement l'Allemagne. Et toute notre industrie est dépendante d'importation de colza, que ce soit les industries de trituration en Flandre ou alors les industries agroalimentaires wallonnes qui vont acheter de l'huile végétale au mieux sur le marché français. Donc il y a ce côté, comment impliquer les négoces, mais aussi avoir les acteurs de première transformation présents sur notre territoire, que ce soit au niveau de capacité de séchage et de tri, et également par rapport à certains types de transformation primaire. Je pense par exemple la trituration à chaud qui n'est pas présente en Wallonie. Merci, on va prendre 3 questions et puis je laisserai nos intervenants répondre à celles qu'ils souhaitent. Bonjour, voilà, je m'appelle Thierry Loreys, ça fait 30 ans que je me bagarre pour une autre agriculture en Wallonie sur le terrain. Je suis un militant de base. Et quand j'entends vos réactions, après 30 ans de militance, je me dis finalement ce sont à la fois un paquet de PME qui font de la transformation de produits alimentaires et d'agriculteurs qui sont pris en otage dans un système financier, économique international qui les piège. Moi je vis en milieu rural au milieu d'agriculteurs, les bons et les mauvais. Des bio et des non-bio, etc. Et je continue à discuter beaucoup avec eux. Et ils sont confrontés à une volatilité des prix incroyable, constamment, la même chose dans les entreprises de transformation. Alors moi je pense, et bon, je me suis permis après 30 ans de militant d'écrire un livre qui s'appelle « Sans croissance c'est possible », si ça vous intéresse, et j'y aborde là la notion de planification. Ah, quelle horreur! Les libre-échangistes détestent la planification, parce que ça n'a pas marché du tout en pays communiste avec cette bureaucratie hyper tatillonne, et ça a étouffé l'esprit d'entreprendre. Ce que je vous dis là, c'est Étienne De Paul, professeur de la KUL, que j'ai entendu dire dans un grand colloque. Donc on peut imaginer une planification où on va donner un cadre où l'esprit d'entreprendre pourra bien entendu se développer. Et je ne connais aucun agriculteur qui est contre les pratiques d'agroforesterie, qui est contre, surtout avec les phénomènes de sécheresse, qui est contre toutes ces nouvelles pratiques agricoles. Mais je suis assez d'accord avec le professeur Barret qu'il faut arrêter de faire une agriculture à 2 vitesses, on n'en sortira pas. Il faut absolument une planification État par État. Et alors là, je reviens au niveau européen. Je pense que, par exemple, pour la Wallonie, il faut absolument que pour le grand public, on sache mieux quelles sont les marges de manœuvre d'un État membre. Je ne cerne pas bien quelles sont les marges de manœuvre de la région wallonne par rapport à la PAC, pour justement enclencher. Alors quand on voit le budget agricole que nous recevons de la PAC pour la Wallonie, plus le budget d'un des grands secteurs économiques de la Wallonie, c'est-à-dire la transformation, eh bien là, il y a quand même moyen d'activer des leviers et de structurer une planification. La planification, on a une demande relativement stable, les besoins de produits alimentaires de base. Donc on s'est structuré, excusez-moi, mais comme en temps de guerre, structurer une filière pour pouvoir répondre à une demande. Et là, on stabilise les prix.
puisqu'on aura une offre qui correspond quasiment à la demande. On peut aller tendre vers ça. Je vois que le professeur dit c'est plus compliqué que ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'on doit se donner des lignes directrices comme cela. Merci. Merci. Une troisième question, et puis nos intervenants répondront. Moi, je vais plutôt poser une question en tant que consommatrice, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres niveaux qui ont déjà été évoqués, mais en termes de pouvoir d'achat, on sait qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui en Wallonie et à Bruxelles qui vivent sous le seuil de pauvreté, et je pense que c'est souvent quelque chose qui est remis sur le tapis comme étant un des freins à l'évolution du système alimentaire, cette question du consommateur qui n'a pas en fait toujours le choix d'accéder à l'alimentation qu'il souhaiterait pouvoir s'offrir. Je pense que ça pourrait être un grand levier d'action et que c'est des questions qui ont déjà été abordées dans plusieurs milieux. Quand on voit tout l'argent qu'on a pour ces appels à projets dont vous avez parlé, les millions d'euros qu'on investit dans des politiques pour des projets, quelle serait la pertinence en fait d'utiliser cet argent plutôt pour un revenu universel alimentaire qui est une politique qui a déjà été étudiée ou envisagée ou abordée par certains milieux peut-être plus militants. Et voilà, je pense qu'il y a plusieurs acteurs et actrices qui pensent qu'elle pourrait avoir vraiment un impact, puisqu'elle permettrait en fait d'apporter quelque chose de nouveau dans l'équilibrage des prix à partir du moment où le consommateur aura les moyens de s'offrir une autre alimentation. Merci beaucoup. Donc 3 questions, une sur le déploiement des filières et la question de l'importation en Europe, une seconde sur la question de la planification et la marge de manœuvre des États et de la Wallonie dans le cadre de la PAC, et une troisième question sur la dimension du coût, la dimension sociale et cette idée d'une allocation alimentaire universelle. Je vous laisse répondre. Dans quelle heure souhaitez-vous intervenir? Est-ce que je donne la parole à Philippe? Je t'en prie. Je vais commencer sur la première, parce que je sens que je vais devoir le faire. Donc, la première question sur les céréales et sur les colzas, il y a 2 questions, en fait. Donc, commençons par la fin. Les échanges de colzas entre pays, c'est vrai aussi pour les œufs. Donc, on a travaillé pour Greenpeace sur une prospective pour le secteur de l'élevage. Et en fait, on s'y retrouvait plus dans les œufs. Mais en fait, c'est parce que les œufs sont exportés vers la Hollande, mais nous importons des œufs hollandais en même temps. Bon, donc on est là dans du commerce classique d'échange, peu transparent, mais moi, je sais rien y faire, quoi. Je veux dire que si on vend du colza aux Allemands et que nous, on leur en rachète, je sais rien y faire. Donc je pense que là, on reviendra sur la planification après, mais ça, c'est un aspect commercial. Après, les céréales, il y a vraiment une grande complexité. Donc, on travaille sur les céréales depuis un certain temps. Et plus j'avance, plus c'est compliqué. Donc, c'est assez dramatique, mais c'est comme ça. Donc, en gros, le problème des céréales planifiables en Wallonie et en Belgique en général, c'est d'une part des problèmes climatiques. On a un climat qui est peu favorable aux céréales. Et donc, en fait, on n'arrive pas à maintenir la même qualité chaque année. Donc, on sait faire des bonnes céréales, mais pas chaque année. Donc ça, c'est un problème. Et deuxièmement, c'est un problème de compétence des agriculteurs. Vous l'avez évoqué. Les agriculteurs travaillent à petite échelle en Wallonie et avec des pratiques assez diversifiées. Et donc, on n'arrive plus à avoir des lots de céréales homogènes assez grands. Et donc, on se tourne vers la France où on travaille à plus grande échelle avec des conditions climatiques plus favorables et une expertise sur le planifiable depuis toujours. Alors, est-ce qu'on peut inverser la tendance? Je ne sais pas. Donc moi, j'entends que tout le monde dit qu'il faut inverser la tendance. Je ne sais pas. Et je ne pense pas que c'est ça le problème. En fait, le problème, c'est de l'autre côté. C'est les biocarburants, le problème. Mais personne n'en parle, parce qu'il n'y a pas de projet biocarburant. Où est le projet biocarburant de dire on va arriver à 0 en biocarburant, on va fermer Bio11? Il n'y a pas. Moi, je ne l'ai pas entendu. J'ai peut-être mal informé. Donc la question est plutôt de ce côté-là, moi. Parce que faire des céréales pour nourrir les animaux, ça a été le métier des céréaliers wallons depuis des années. Ils vont devoir se réinventer parce qu'il va y avoir moins d'animaux et on va avoir besoin de moins de céréales. Parce qu'il faut les nourrir à l'herbe, les animaux et pas aux céréales. On est bien d'accord. Donc là, il y a une trajectoire à trouver. Mais pendant qu'on essaye de faire du planifiable, c'est pas une mauvaise idée, mais je suis pas sûr que ça marche parce qu'on ne sait pas. Et de l'autre côté, biocarburant, ça par contre, je suis sûr que c'est pas une bonne idée.
Et donc, là, c'est facile. On connaît la réponse. Donc, voilà. Planification, on répond à toutes les questions d'un coup, Saskia. Bon, planification, moi, je suis 100%... Oui, brièvement. Donc, moi, je suis super d'accord sur la planification. Même M. Coleman est d'accord avec moi, donc c'est génial. Je suis trop content. Non, mais c'est bien la preuve que le monde a changé. Hein. Bon. Par contre, faisons attention à un certain syndrome de Stockholm au niveau du milieu agricole. Moi, il y a un point qui bloque dans tout ce qu'on discute aujourd'hui et qui est souvent caché, c'est que les agriculteurs rêvent d'une autre agriculture, mais une majorité d'entre eux sont très silencieux quand on vient avec des nouveaux projets. Et donc, entre ce qu'on raconte dans les champs ou dans les villages et ce qui se passe après au niveau des lobbies, il y a des agriculteurs qui disparaissent. Je ne sais pas où, mais il faudra m'expliquer. Donc, voilà. Alors, sur la question d'Estelle, sur le seuil de pauvreté, je pense que c'est une vraie question, mais ça me permet de dire quelque chose, parce que quelque chose qui rajoute à mon inquiétude, je suis désolé. Mais en fait, je suis là et je suis très sollicité, et mon équipe aussi, et ce n'est pas parce qu'on est plus malin que les autres. C'est malheureusement parce que sur les questions qu'on évoque aujourd'hui, il y a très très peu de chercheurs qui travaillent au niveau belge et au niveau mondial. Très très peu. Il y a quasi personne qui travaille sur les systèmes alimentaires. Il y a quasi personne qui travaille sur la question de la pauvreté et du revenu universel alimentaire. Il y a très très peu de chercheurs. Les chercheurs aujourd'hui, ils sont encore majoritairement sur les biotechnologies, sur la sélection, sur l'amélioration des engrais, sur l'agroforesterie éventuellement, des choses comme ça. Donc on a un décalage entre vos attentes en termes de qu'est-ce qu'il faut faire et notre capacité d'action. Moi je rêve qu'on soit 4 ou 5 à répondre aux appels de la ministre sur le diagnostic, truc bazar. Mais on est les seuls à répondre, puisque malheureusement on est les seuls à faire ça. Et donc, il faut que les chercheurs fassent aussi alliance. Et là, je voudrais juste, pour terminer, dire qu'il y a 2 alliances qui, pour moi, sont essentielles. D'une part, l'alliance avec la Flandre. On doit absolument travailler avec la Flandre. On doit absolument planifier avec la Flandre. Parce que le système wallon est enchâssé dans le système flamand. Et donc, faire semblant qu'on ne le sait pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'on parle. Et en Flandre, ça change très, très vite pour le moment, en tous les cas, en termes de prise de conscience des impacts de l'agriculture. Et deuxièmement, on doit faire alliance avec l'Afrique, parce que nos destins sont liés. On n'a pas beaucoup parlé de l'international, ce n'était pas l'objet aujourd'hui, mais si on parle de l'international, faisons alliance avec l'Afrique. On a quelque chose à jouer là. La façon dont on l'a joué suite à la guerre en Ukraine, c'est pathétique. Hein. Si la seule chose qu'on a, c'est instrumentaliser l'Afrique pour mettre des engrais et pour labourer les jachères, c'est quand même scandaleux, quoi. Mais c'est parce qu'on n'a pas de plan avec l'Afrique aujourd'hui, on n'a pas de plan commun, et je pense que là, il y a un vrai bel enjeu. Mais là, il y a encore moins de monde qui travaille là-dessus. Hein. Là, il n'y a absolument plus personne, quoi. Il y a peu de monde qui travaille là-dessus. Si je peux juste réagir là-dessus, il y a une stratégie Europe-Afrique qui ne va pas nécessairement dans le bon sens, parce que cette question de l'instrumentalisation est encore réelle, et l'Europe n'arrive pas à se positionner stratégiquement vis-à-vis du partenaire africain. Elle continue... je le vis quotidiennement dans le cadre des négociations commerciales. Elle continue à voir l'Afrique comme un terreau de ressources et de potentiel de déploiement économique et d'investissement, et pas comme un partenaire d'égal à égal avec lequel travailler. Le temps file. Je ne sais pas si on aura encore d'autres possibilités de questions, mais néanmoins, les questions qui ont été posées sont extrêmement intéressantes, et Anne Nachtergaal pour la FEVIA va aussi y répondre, ainsi que Céline encore, et on verra si on a encore le temps pour un petit round, mais du coup, rapide dans les questions et rapide dans les réponses. Merci. Je vais essayer d'être rapide, effectivement. Par rapport aux filières, Philippe l'a bien illustré également, et que ce n'est pas uniquement une question de décréter on va faire du pain panifiable, c'est beaucoup plus que ça. Et la formation, par exemple, des agriculteurs et ainsi de suite est extrêmement importante dans ce genre de choses. Et c'est aussi réfléchir
Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir de manière un peu plus globale et vraiment bien réfléchir. C'est quoi les filières que l'on veut développer en Wallonie qui valent vraiment la peine? On ne peut pas faire en Wallonie tout parce que voilà, on ne fait pas de pain, donc on va faire du pain panifiable. On ne fait pas de cacao, on ne va pas faire de cacaoyer en Wallonie parce qu'il n'y a pas de cacao. On va continuer à l'importer parce que le cacao, ça pousse beaucoup mieux dans d'autres pays que la Wallonie. Et donc c'est ce genre de choses aussi qu'il faut bien réfléchir. Quel type de culture il faut refaire, ou nouvelles qui n'ont jamais été faites en Wallonie pour pouvoir répondre à ces défis au niveau global et les défis plus précisément au niveau belge. Mais pas décréter, ça manque, donc il faut le faire. Le premier point. Deuxième point par rapport à la planification, j'avoue, je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par planification, et on peut avoir peut-être une discussion à un autre moment sur le sujet, mais la planification, comme moi je la comprends, comporte aussi certains risques. Risques dans le sens, et vous dites oui, le mauvais exemple de ce qu'on entend par planification, mais on continue quand même, quand on parle d'agriculture, quand on parle d'alimentation, c'est la nature. Et la nature, ça évolue, c'est pas toujours maîtrisable. On peut très très rapidement avoir des très 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 gros problèmes en matière de... Et donc il faut aussi tenir compte dans ces systèmes, dans la planification de ce genre de choses, et ça peut... C'est très compliqué, quoi. Hein. C'est pas si simple tout ça. Mais je vous aurai probablement des réponses à ça, puisque vous avez réfléchi beaucoup là-dessus. Et la dernière question sur la problématique de la pauvreté et de plein de personnes, effectivement, et énormément en Wallonie, énormément à Bruxelles et aussi en Flandre, qui n'ont pas accès, qui ont vraiment des difficultés pour acheter leur nourriture. C'est aussi un problème, effectivement, qui est très, très souvent nié, où on n'en parle pas, où on en parle dans les cercles qui parlent de la pauvreté et ce genre de choses. Mais quand on parle, effectivement, d'alimentation, c'est une problématique qui n'arrive pas souvent sur le tapis, qui devrait arriver beaucoup plus souvent sur le tapis. Et c'est tout ce dilemme que je disais à un moment donné également. Comment peut-on produire, comment peut-on offrir une alimentation abordable tout en ayant un système alimentaire plus durable? C'est loin d'être simple et c'est vraiment un défi. Et l'idée de l'allocation universelle alimentaire, ça dépasse mes compétences, donc je ne vais pas y répondre, mais ça pourrait peut-être éventuellement, effectivement, être une solution. Oui. Donc sur la première question, outre le volet technique que je ne maîtrise évidemment pas comme les deux autres interlocuteurs, sur les différents acteurs intermédiaires, et vous avez tout à fait raison, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a voulu travailler à la fois au niveau des producteurs et des consommateurs, mais aussi effectivement les distributeurs, les transformateurs, les restaurateurs, parce que ce sont aussi des maillons essentiels. Et on l'a fait, pour répondre à la remarque de Anne, plus spécifiquement sur 4 filières prioritaires. Les fruits, les légumes, les céréales et les protéines. Donc, je pense que les protéines avaient d'ailleurs été citées par Févia tout à l'heure. Pourquoi aussi? Parce qu'on regarde quelle est la composition de l'assiette nécessaire aussi en termes d'équilibre alimentaire, de réduction aussi des impacts climatiques, par exemple, et évidemment tenant compte, tout à fait d'accord, on ne peut pas produire tout et n'importe quoi chez nous non plus, des réalités agronomiques, géologiques de chez nous, par exemple. Sur les biocarburants, quand même dire qu'au niveau fédéral, il y a une action du nouveau gouvernement qui vise à réduire la part de biocarburants au niveau incorporation dans l'essence. Alors, ça ne va pas assez loin, on est bien d'accord, mais il y a, je pense, quand même une prise de conscience qui n'existait pas il y a 10 ans, de nouveau, sur ce volet-là, que c'était une fausse bonne solution. Sur l'enjeu de la planification, et pour répondre à la question de notre marge de manœuvre, à un moment donné, et Saskia l'a bien rappelé en introduction, l'Europe a fait le choix d'avoir un système agricole mondialisé, très clairement, et la PAC incarne aussi à la fois cet objectif de maîtrise alimentaire et en même temps l'ouverture aussi à, je vais dire, un système de marché par rapport à tout ça. Et donc, d'une certaine façon, les pouvoirs publics, à la fois, ils ont une marge de manœuvre, certes, qui est limitée, il faut le reconnaître aussi, sachant que la PAC, le budget de la PAC, que ce soit au niveau wallon ou au niveau européen, sert essentiellement à soutenir en fait un revenu agricole
c'est en tout cas sa fonction de base, telle qu'elle a été pensée, parce qu'aujourd'hui, la majorité des agriculteurs ne réussissent pas en fait à vivre de leur activité. Et c'est bien ça le problème. Et on est dans une espèce de cercle vicieux où si on veut, toutes choses étant égales par ailleurs, faire en sorte que nos agriculteurs vivent de leur activité, il faut augmenter en fait les coûts de l'alimentation. Et dans le système où il n'y a pas d'intervention intermédiaire, eh bien, il y a un transfert sur le prix aussi, et donc la question de l'accessibilité pour tous à une alimentation de qualité. En même temps, n'oublions pas que la part du revenu consacré à l'alimentation est extrêmement faible aujourd'hui. Je veux dire, on consacre plus d'argent pour son budget numérique, partir en vacances éventuellement pour certaines personnes, que parfois pour se nourrir. Et donc, il y a des aberrations quand même qui sont liées aussi au fait qu'on nous a souvent dit qu'en fait, manger ne coûtait pas cher. Et donc, il y a aussi des réflexions peut-être à avoir plus fondamentalement, vous en évoquez certaines, sur le revenu de base, la part de revenu consacrée à l'alimentation et des expérimentations fédérales sur le revenu alimentaire universel dont vous parlez. On travaille aussi... certains acteurs associatifs au niveau wallon ont lancé une pétition pour promouvoir l'exception alimentaire dans les marchés publics. L'exception alimentaire, c'est quoi ? C'est justement l'idée de sortir des règles de marché public européennes l'alimentation, puisqu'aujourd'hui, quand vous vous lancez un marché public, c'est le critère du prix qui prédomine sur tout. Et donc, on ne peut pas donner une priorité à l'origine des produits, par exemple. Or, quand on veut promouvoir la relocalisation alimentaire, il est logique de dire on va soutenir nos producteurs locaux. Mais ça, aujourd'hui, en fait, c'est pas légal sur le plan des règles européennes. Et donc, on arrive plus ou moins à contourner les choses comme on peut dans le respect de la législation, mais on voudrait qu'au niveau européen, il soit possible, à l'instar de la culture, c'est possible pour la culture, que l'alimentation puisse sortir aussi de ces règles-là. Un autre élément sur la question des marges de manœuvre qui me semble important à rappeler, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'enjeu de la spéculation. Moi, je ne considère pas normal que le blé soit coté en bourse. Je trouve que c'est une aberration totale. Et donc, avant de vouloir planifier les choses, je pense qu'il faut faire en sorte aussi de sortir un certain nombre d'éléments du marché mondialisé. Et ça n'a pas de sens, en fait, quand on réfléchit, voilà, c'est un bien de première nécessité. Alors, je cite le blé, il y a d'autres, évidemment, denrées alimentaires qui mériteraient une réflexion. Voilà, j'ai déjà été assez longue. Merci pour vos réponses. On va encore prendre 1 à 2 questions, mais je sais que du côté de nos auditeurs, l'antenne risque à un moment donné de s'interrompre. Donc, d'ores et déjà, merci à vous de nous avoir suivis et écoutés en direct de cette conférence sur l'autonomie alimentaire. Pour poursuivre la réflexion, évidemment, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous, aussi sur des réflexions qui s'ouvrent, la question de l'allocation universelle alimentaire, par exemple, d'aller voir nos députés qui y travaillent. Séverine Delaveleye, députée fédérale, travaille sur le sujet. Et donc, c'est aussi tout l'objet de ce genre de conférences et d'échanges, c'est d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, de concertation, d'alliance, et de continuer à construire ensemble. Alors, une question là-haut. Merci. Une petite réflexion et une question. D'abord, vraiment soutenir l'idée qu'a évoquée Philippe, mais finalement, Céline vient d'en parler aussi autour des questions de spéculation, de partenariat avec l'Afrique. Les systèmes alimentaires dont nous parlons sont enchâssés les uns dans les autres. Et aujourd'hui, c'est clair que les questions de spéculation sur les denrées, c'est inacceptable, c'est structurant d'un certain nombre de problématiques globales insupportables. J'ai même appris récemment que certains bateaux de céréales qui avaient été libérés des ports ukrainiens pour alimenter les pays du Moyen-Orient, qui ont des problèmes majeurs, avaient été détournés par des grands groupes qui font de la spéculation en stockant ce blé. C'est invraisemblable, mais c'est clair que le poids politique que nous avons sur des enjeux comme celui-là est relativement limité. Ma question, c'est un peu en paradoxe par rapport à l'énorme nécessité qui a été évoquée de voir les systèmes alimentaires de façon très large, d'avoir des trajectoires à moyen et à long terme. Et en même temps, il y a une urgence. Tout à l'heure, Philippe, tu as dit à un moment donné, j'ai peur. J'ai peur par rapport aux mois qui viennent, et je ressens ça aussi. Que va-t-il se passer pour nos éleveurs cet hiver? Que va-t-il se passer pour tous ces acteurs des filières bio, entre autres, les commerçants, les maraîchers, qui sont confrontés à d'énormes difficultés immédiates? Donc, entre cette vision globale qui nécessite que tout le monde signe dans une stratégie collective et cette urgence des mois qui viennent, qui risque de nous amputer d'une partie des acteurs des solutions,
Que fait-on? Est-ce qu'il y a des mesures que vous identifiez en fait, pour sauver les meubles par rapport à une crise aujourd'hui qui est aussi là parce que pendant un paquet d'années, on n'a pas anticipé ce qui pourtant s'annonçait de façon assez claire pour les scientifiques et certainement pour les écologistes. Merci. Je vais laisser réagir à cette question déjà. Oui, peut-être juste une mesure, de nouveau, ce n'est pas la panacée, hein, c'est notre pièce aussi, je veux dire, à l'édifice. Sur un point très très important qui vient d'être abordé, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les acteurs qui existent déjà aujourd'hui, notamment dans tout ce qui est circuit court, production bio, etc., ne meurent pas parce que pendant quelques mois, quelques années, parce qu'en fait, ce n'est pas nécessairement uniquement lié à la crise ukrainienne, c'est aussi lié à l'effet rebond post-Covid, c'est-à-dire que ce sont des acteurs qui ont eu une augmentation importante de clientèle pendant les confinements, parce qu'on avait aussi plus de temps, tout simplement, pour faire nos courses, qui ont donc investi beaucoup et qui, après, au moment de la reprise de nos activités de façon plus classique, ont vu une baisse de clientèle qui est aujourd'hui renforcée par le discours de « ça coûte plus cher ». Et donc l'enjeu, c'est faire en sorte que ces acteurs restent vivants et qu'ils demeurent. Et donc on a pas mal travaillé là-dessus au niveau du gouvernement aussi, ici en juillet dernier. Et on vient de se mettre d'accord, donc en juillet, sur un mécanisme de fidélisation des acteurs, des clients. Parce qu'on s'est rendu compte que des acteurs qui survivent bien, comme par exemple Paysans Artisans ici à Namur, en fait, ont bien survécu parce qu'ils avaient une clientèle fidèle. Et donc, on veut aussi dégager des moyens financiers. Alors, c'est du sparadrap, on est bien d'accord. Hein, là, on n'est pas sur du structurel, mais qui vont permettre à une clientèle de s'inscrire, par exemple, dans des paniers de légumes, où, si vous vous inscrivez dans un abonnement de plusieurs mois, vous avez, par exemple, le premier panier gratuit. C'est une mesure incitative que les pouvoirs publics peuvent soutenir, qui va permettre, on l'espère, de fidéliser aussi des clients par rapport à ces acteurs-là, tout en permettant, pour répondre à la remarque de Madame tout à l'heure, aussi d'amener un accès à l'alimentation durable pour tous aussi. Voilà, c'est un des éléments de réponse. Encore une question dans la salle? Non, on me fait signe que le timing est largement atteint, et donc je voudrais vraiment remercier nos trois invités pour la qualité de vos réponses, de vos interventions. Bien entendu, le débat n'est pas clos. Je crois qu'il y a eu plusieurs pistes aussi de réflexion qui se sont ouvertes ici dans nos échanges, et que du coup, le travail se poursuivra, la réflexion se poursuivra à toutes les échelles finalement d'action politique que l'on mène. Et à nouveau, n'hésitez pas, chacune d'entre vous, à revenir vers nous avec vos questions, mais aussi vos réflexions, pour qu'on puisse continuer à travailler et à construire ensemble, et pour conduire la Wallonie, la Belgique, l'Europe vers une souveraineté alimentaire à tout le moins, et continuer à travailler à ces questions-là, d'autant plus dans le contexte actuel. Et je pense que ce que moi j'ai envie de retenir de nos échanges aujourd'hui, c'est aussi que l'on continue avec notre narratif, avec un narratif qui est important pour faire le futur, pour faire l'histoire. C'est aussi se doter de la vision que l'on a. On a défini une vision, on s'y tient, et on avance avec les acteurs locaux, régionaux et européens dans la même direction pour atteindre nos objectifs. Et l'objectif, c'est bien de lutter contre le dérèglement climatique et contre la perte de biodiversité. Et dans le secteur agricole et alimentaire, il y a de quoi faire. Encore un grand merci à toutes et tous. Bonne suite d'ateliers, conférences, débats, et à très bientôt. Merci.